Bienvenue dans le Télescope, le podcast qui zoome sur l'univers WordPress et toutes les étoiles qui gravitent autour. Je suis Naïs, développeuse WordPress. Et je suis Quentin, expert SEO. Ensemble, on part à la rencontre de celles et ceux qui font briller l'écosystème WordPress. Notre objectif ? Vous faire découvrir l'histoire, le parcours d'hommes et de femmes qui façonnent et participent à l'évolution de ce CMS. Installez-vous, on vous présente tout de suite notre invité pour cet épisode. Aujourd'hui, on braque le télescope sur Maxime Bernard Jacquet, alias Capitaine WP. Bien connu dans la galaxie WordPress, notamment pour ses formations Gutenberg et Full Site Editing, c'est l'un de ceux qui rendent WordPress plus clair, plus accessible et franchement plus fun. Pour cet épisode, on s'est retrouvé à Grenoble, sa ville. Entre deux montagnes, on a pris un peu de hauteur pour parler de son parcours, de sa vision et de ses passions. Un moment plein d'authenticité et bourré de bonne humeur, comme on les aime. Bon épisode! Bonjour Maxime. Bonjour à vous. Tu vas bien? Ouais, très bien, et vous? Très bien, ouais, nickel. Merci de nous rejoindre pour ce 3e épisode. Bah ouais, je suis très honoré d'être invité. Très très cool, partagé, on est ravis de te recevoir sur le télescope. Merci de nous recevoir à Grenoble, dans ta ville. Bah ouais, au milieu des montagnes, là, j'espère que ça vous plaît. Ouais, ça change vachement du paysage breton. Ouais, c'est clair. Bien moins plat, ouais. Très sympa. On va commencer simple. Si tu devais te présenter aujourd'hui en 1 minute chrono, tu dirais quoi? Eh ben, je m'appelle Maxime, alias Capitaine WP. Yes. C'est mon petit site de référence du moment. Ça fait 15 ans, 16 que je fais du WordPress, du coup plutôt niveau technique, et que je fais aussi de la formation. Je suis tombé dans la formation sans vraiment le vouloir, mais voilà, c'est une grosse partie de ma vie professionnelle aujourd'hui. Et j'aime beaucoup le développement avec WordPress et sans aussi du développement d'applications web avec des technologies JS, quoi. Très cool, on va pouvoir voir ça en détail un petit peu après. Avec Maintenant plaisir. qu'on est à jour sur qui tu es, je te propose un petit rallye question, histoire de se mettre Allez. à l'aise. Tu verras, il y a de tout. Il y a de la question absurde, du débat bien inutile. Et justement, on commence par une super question débat qui, même entre nous deux, est une guerre qui est encore en cours. Pain au chocolat ou chocolatine? Ah bah pas au chocolat ici. Hein. Aïe, aïe, aïe. Mais au WordCamp Toulouse, on m'a quand même convaincu quasiment que la chocolatine, on m'a amené des chocolatines toute la matinée. Donc du coup, je suis OK pour les deux. Ok. C'est presque du chantage. Non, mais c'est beau. Par contre, on dit pas en raisin. Pourquoi on dit pas raisintine? Raisintine. Si on dit raisintine, je dis chocolatine, il n'y a pas de souci. À proposer. C'est le deal, voilà. Faut uniformiser. Ouais. C'est ça, je suis un peu Exactement. toqué là-dessus, c'est vrai. Nous, on s'est fait un deal. Quand on passe en dessous de Bordeaux, ça devient de chocolatine. Ah ouais. On vit en Bretagne, je me suis faite à dire pain au chocolat, tant pis. Allez, j'enterre la hache de guerre. Le lait, c'est avant ou après les céréales? Non, après. Je mets d'abord les céréales. Bien. Team lève tôt ou couche tard? Couche tard. Couche tard, comme nous. Cette année, on a appris que 54% des hommes, quand on leur demande, se disent capables de poser un avion en cas d'urgence. T'es dans les 54% ou pas? Je pense que 100% des hommes se posent la question un jour dans leur vie, sous la douche, en train de s'imaginer une situation. Si on a une assistance par radio, je pense que c'est faisable, parce qu'il y a beaucoup d'autopilotes qui peuvent gérer les approches. Donc, je crois qu'un pilote touche vraiment au volant, au guidon, pendant 7 minutes sur un long vol, donc c'est pas énorme. Donc bon, peut-être. Faut trouver la touche de radio. Y a pas de... Voilà. C'est plus C'est dur. plus dur, en fait. si cette condition est remplie, c'est bon. Sinon, il n'y a pas de contrôle Z, effectivement, donc pas le droit à l'erreur. Ok, donc on peut t'appeler si jamais notre avion a du mal à redécoller. Ouais, mais il y a un demain. aérodrome juste à côté, d'ailleurs. Voilà, écoute, on te passera un petit coup de fil. Dernière question, est-ce qu'il y a un truc que tu as appris bien trop tard et que maintenant tu fais semblant de l'avoir toujours su? Il n'y a rien qui me vient là. Ouais. Si, mais j'ai appris un truc récemment et j'arrive plus à remettre le doigt dessus, mais c'est vrai que c'est un truc évident. J'étais là en mode ok, ouais. Et je sais plus ce que c'était. Ça me reviendra. La petite variante, c'est un film que tu as vu que récemment, mais jusqu'à maintenant, tu as fait semblant et tu as toujours su tenir les conversations dessus. Ouais, il y en a parce que je me suis fait un marathon. Je faisais un marathon au film des années 90 que j'avais pas forcément vu, genre Usual Suspect ou un truc comme ça, tu vois. Et il y a toujours cette il y a toujours ce shift à la fin où tu apprends la vérité et en fait du coup on la connaît parce qu'ils avaient repris le même truc dans Scary Movie et en fait oui, j'ai fait style que je connaissais mais en vrai je l'avais jamais vu, donc bon après du coup le film était un peu spoilé, dommage, mais il fallait que je le voie pour dire je sais. Ok, super. Écoute, je pense qu'on est échauffé, on peut passer à la suite.
Juste avant de parler de WordPress, j'aimerais te poser une petite question. Ouais. Il y a une mascotte d'astronaute sur Capitaine WP. T'aimerais bien être astronaute si on t'en donnait l'occasion? Ouais, je lis pas mal les bouquins de Thomas Pesquet, etc. J'adore un petit peu son parcours, vraiment. Si je devais rencontrer une personnalité, ce serait lui, ou Etchebest, ou les deux. Mais ouais, effectivement, qui ne rêverait pas d'aller dans l'espace. Ok. Et pourquoi, du coup, la thème de l'espace pour Capitaine WP? Ah ouais, c'est une bonne question. Au début, j'étais parti un truc plutôt sur les super-héros, parce qu'à l'époque, c'était un peu la période Marvel, etc. Mais HeroPress était déjà pris, etc. Et puis après, je crois que je suis parti d'un délire de Capitaine Train. J'adorais Capitaine Train. Ouais. Alors maintenant, Trendline, je préfère pas aborder le sujet parce que ça va m'énerver. Mais du coup, ouais, que je dis Capitaine WP, et plutôt, j'ai toujours aimé l'espace et tout, donc je me suis dit, allez, vas-y, on va faire un truc un peu plus. J'adore le bleu aussi, donc tout s'est réuni un peu logiquement. Et du coup, c'est que récemment dans ma refonte que j'ai un pote qui est designer, directeur artistique, qui m'a fait ces petites illustrations histoire de rajouter du fun, quoi. Trop bien. Merci d'avoir satisfait notre curiosité là-dessus. Est-ce que tu peux nous raconter la première fois où tu as mis les mains dans WordPress? Ça devait être en 2009. Il y a longtemps, hein. On peut parler au passé simple du coup, dire jadis. Mais je pense que quand j'étais en cours de web, à l'époque on n'apprenait pas grand-chose, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à apprendre, mais je me dis tiens, j'ai lancé un blog sur l'actualité high-tech, il faudrait une plateforme. Et du coup, j'ai un pote dans les cours qui avait déjà essayé des CMS et il dit bah essaye entre .clear ou WordPress. Et du coup, moi, bien évidemment, j'ai essayé .clear. Je sais pas, il a dit .clear ou WordPress, du coup, j'ai fait le premier. Voilà. Puis c'était bien en fait, j'ai trouvé ça cool, puis un petit peu limité. Puis quand j'ai commencé à faire ma propre agence, j'étais freelance au début tout seul. J'ai des potes à moi de la salle de sport. On s'est rencontrés là-bas, on s'est rejoints, on a fait un truc à 3 avec un designer et 2 développeurs. Et en fait, on s'est dit, bon, les clients, ils veulent des sites administrables, donc on va essayer WordPress parce que c'est en train de prendre de l'ampleur. À l'époque, il y avait une bonne pub autour de ça, et du coup, c'est comme ça, pour un site client, qu'on a commencé à le faire. Trop bien. Parce que c'est vrai que tu as commencé, du coup, il y a un moment WordPress, où à l'époque, c'était quand même hyper clivant. Toi qui as un profil très très technique, moi j'ai toujours entendu les développeurs cracher sur WordPress et jamais s'y intéresser pour se rendre compte qu'on peut vraiment faire des choses avec. C'est peut-être ça le mot-clé, c'est jamais s'y intéresser vraiment. Avoir un avis sans jamais s'y intéresser. C'était clivant en 2009 et c'est clivant en 2025. Toujours, Il y a un truc qui n'a pas évolué, c'est ça. Malgré toutes les technos et tout, oui, maintenant en plus on dit WordPress il est vieux. Là, moi LinkedIn en ce moment, le flux me sort du WordPress c'est mort, WordPress c'est nul, c'est pas optimisé, c'est pas sécurisé, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc bon, c'est un peu, ça a toujours été comme ça, mais là ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, de toute façon, ce qui comptait c'était le client. Il voulait pouvoir administrer son site. C'est vrai qu'à l'époque avec TinyMCE, l'éditeur de contenu riche, il était pas très riche, mais bon. Mais en 2011, j'ai découvert ACF pour faire des chances supplémentaires. Premier WordCamp que j'ai participé. Je suis bon les gars, j'adore WordPress, mais là mon designer, c'était 2011, c'était la révolution du design. On commençait à avoir les typos. Une période où on n'avait pas le choix des typos quand même. Je dis toujours que si on me mettait dans une machine à voyager dans le temps, que je revenais en 2009, en connaissant des technos actuels, jamais je refais du web, quoi. De faire des float left pour mettre des colonnes et tout. Les jamais. Float left. Je vais élever des chefs dans le Cantal et je serai l'homme le plus heureux du monde. Mais du coup, à l'époque, on avait besoin de rendre administrable. Donc dès 2011, on parle de ACF. J'adore tout de suite. On peut faire des champs. Et je dis à mon designer, vas-y, emballe-toi, mets-moi des zones de texte à droite, à gauche, en haut, en bas. On peut tout faire. Et lui, il était content. Il m'a dit, putain, parce qu'à chaque fois, il disait, les techs, vous dites, vous êtes les rois du monde à faire le développement, mais vous avez toujours des contraintes et des limites. Là, vas-y, on n'a plus, mon gars. Donc c'est un peu ça, ouais. Première étape 2009 et deuxième, vraiment la révolution où on s'est dit c'est bon, WordPress à 100% en 2011, quoi. Trop bien. Mais du coup, déjà en 2011, tu avais quand même la vision, la finalité de c'est le client qui compte. Ouais. C'est parce que c'est quand même, il y en a plein qui peuvent se faire juste des kiffs techniques aussi et se rendre compte que le produit service c'est un plus, mais ce qui comptait pour eux c'était vraiment toute la solution et l'ingénierie que tu peux mettre derrière, même si des fois tu peux avoir des variations avec le client. Toi t'as toujours dit dans ce qui compte c'est que le mec soit content à la fin. Ouais, c'est clair. Après le choix de l'outil est important, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont trop religieux là-dessus en fait, et moi j'ai toujours eu ce sens du développement mais aussi de l'ergonomie. J'aime bien que les choses soient propres et tout. Je vais choisir une application en fonction qu'elle soit un peu sexy ou pas, et je vais pester quand on nous fait une application qui est moche, je dis oui mais ça fonctionne, regarde l'UX elle est correcte, tu vois. Mais c'est moche, si je dois utiliser ça au quotidien, je suis désolé, j'ai pas envie, mettez-moi un peu de sexy quoi, je veux dire ça coûte pas plus cher si. C'est toute une réflexion de design supplémentaire, donc oui.
Mais ouais, les deux sont importants. Après, du coup, tu fais confiance à WordPress. Tu dis, c'est une plateforme qui est c'est en PHP, c'est quand même bien fait. On a accès à plein de choses en tant que développeur. On peut faire des choses proprement. Très vite, après, il y a WP Rocket qui est arrivé pour faire du cache, etc. L'optimisation d'image aussi. Tout de suite, on a intégré ces trucs-là. Sauvegarde, restauration, sécurité. Une fois que tu as ta stack, au final, sans mettre 150 plugins, t'es vachement content. Et une fois que tu es OK sur ta stack, le but, c'est pas de la changer tous les deux mois, quoi, non plus aussi. Et aujourd'hui, il y a plein de techno, il y a plein de façons de faire des sites, mais si tu changes tout le temps, tu te spécialises jamais. Et à contrario, si tu restes 10 ans sur la même stack sans faire de la veille, tu peux te désuer aussi. Donc, c'est un juste milieu. C'est là où c'est difficile, notre métier, pour moi. C'était dans un train en marche, il faut pas aller trop vite vers le wagon, sinon c'est toi qui payes les pots cassés. Par exemple, ma formation de bloc en 2018 où tout a changé 4 ou 5 fois dans les années qui ont suivi, j'étais trop en avance. Et il faut pas être à l'arrière du wagon parce que si les technos changent un peu, typiquement aujourd'hui on fait des sites beaucoup plus rapidement qu'avant, quoi, si on a le bon process. Clairement. Mais il faut se former. C'est vrai que quand tu dis pas aller trop vite, ça me fait penser à la période 2015-2017 où il y avait des frameworks JS qui sortaient toutes les semaines. C'est ce que j'allais dire. Le 2016, c'était le hashtag JS fatigue. Là, le JS, dès que React a commencé à sortir, tout le monde a fait son propre truc. Et au final, derrière, il y en a pas tant que ça qui reste aujourd'hui. Il y avait Meteor.js qui était bien à l'époque. Il est en survie aujourd'hui, mais c'est pas le truc de prédilection. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est reparti sur une JS fatigue parce que on a du Next.js qui est très bien, mais on commence à critiquer en mode faites du Vue c'est mieux, ou faites du Svelte, faites du truc. En fait, à un moment, j'aime bien tester les trucs et tout, mais à un moment, faut faire son choix aussi. C'est ça. Et ce serait bien qu'il y ait un peu plus un consensus. J'en parlais avec des collègues l'autre jour, et c'est vrai que quand tu fais du Laravel, en PHP par exemple, Laravel, tu utilises tous les outils qui sont en interne. Donc c'est ultra cadré, mais au moins t'as pas cette charge mentale à aller chercher les éléments techniques, quoi. Alors que quand on fait du JS en mode application, tu vas chercher des librairies à droite à gauche. Moi, j'utilise un système d'authentification. 2 mois après que je l'ai mis, il y en a qui disent non, mais il y en a un qui s'appelle BetterHost, il est encore mieux que l'autre. C'est marqué dans le nom en plus. Mais putain, je vais pas le changer tous les 2 mois en fait. Il faut que ça tourne, quoi. Et c'est chiant d'avoir cette truc. Mais ce qui est bien avec WordPress, c'est que maintenant avec cette nouvelle stack, j'ai l'impression que on est sur les 10 prochaines années sur quelque chose qui va être stable, quoi. C'est en phase avec les standards de l'industrie, donc le full site editing, l'éditeur de blocs, et ça marche bien avec les designers. On parle le même langage. Design system, etc., Atomic Design, et en fait, du coup, il n'y a pas de raison que ça change, en fait. Et là, encore une fois, au-delà de la stack technique, c'est la façon de faire, la méthodologie qui va être importante. Et du coup, si tout le monde se met d'accord sur cette façon de faire, on n'aura pas 50 façons. C'est pareil, WordPress, tu peux faire du Elementor, du Builder, Oxygen, thème à la main, thème Forest, natif. Et c'est là aussi, ça a morcelé pas mal la communauté parce que WordPress a peut-être mis un peu trop de temps avant de faire son propre éditeur. En même temps, il y a eu du boulot derrière, on s'en rend pas compte. Mais... non, c'est clair. Et la rétrocompatibilité qui est quand même super importante sur WordPress. Ça doit être une vraie corvée. On en parlait même avec Daniel Rock sur son plugin, d'être en raccord avec les autres plugins utilisés. Et c'était une de leurs plus grandes difficultés de maintenir toute cette partie-là. Quand tu as un plugin comme lui et sur du SEO, tu es obligé d'être compatible avec plein d'autres trucs pour ne serait-ce lire des données, tu vois. Imagine, tu as des champs ACF, tu as envie de récupérer, je sais pas, ton titre depuis un champ ACF plutôt que dans le contenu. Il faut que ton plugin, il le fasse, quoi. Et du coup, faut que tu penses à toutes ces intégrations. Et c'est pas un boulot évident de faire des plugins, donc bravo à eux quand même. Et aujourd'hui, tu es quand même derrière plusieurs projets au final. Tu as monté plusieurs sociétés, Captain WP, WP Chef, même la première agence qui était Smoothie Créative. Ouais, tout à fait. T'as bien fait. On fait notre devoir. Aujourd'hui, tu dirais que c'est laquelle partie qui t'a le plus forgé aujourd'hui, si tu devais en garder une expérience où tu retires vraiment beaucoup C'est difficile, seulement tout bien forgé, j'ai envie de dire. Mais je pense que le projet qui était le plus gros, le plus ambitieux, c'était WP Chef quand même. Avec Nicolas et Alex de WP Marmite, on s'est lancé quand même dans un truc, on savait pas où on allait. Enfin, moi, j'étais à une époque où, quand j'ai arrêté mon agence, c'était un petit peu l'arrêt de l'agence, c'était un peu une décision à la fois évidente et compliquée. J'étais en WordCamp Paris en 2014, je crois, et il y avait Jonathan Butigier de WP Rocket qui faisait une conf. Moi, dans notre agence, on avait toujours cette volonté de faire un peu de la start-up. Mais tu es une agence, donc tu dois faire de la presta. Et en fait, tu fais d'abord la presta et le temps qui reste, c'est de la start-up. Sauf qu'il ne te reste jamais de temps. C'est le plus gros mensonge qu'on s'est jamais dit.
Et en fait, je vois Jonathan, son entreprise qui est en train d'exploser, son projet qui est génial en fait, et tout le succès qu'il mérite derrière. Et en fait, il fait une conférence super inspirante. Et là, je me dis, putain, mais c'est maintenant, tu vois, 2013, 2015, c'est la période où tous les plugins se lançaient, où il y avait tout à faire encore dans la communauté WordPress. Et je me dis, c'est maintenant ou jamais pour se lancer, quoi. Et du coup, si je reste en agence, ça marchera pas. Okay. On avait une agence qui commençait à bien marcher. On avait chopé des gros clients à Paris, genre Canal+, M6, Orange. Donc, on commençait à avoir des belles références. Et parce qu'on avait une très grosse compétence WordPress. Et comme on n'était pas à Paris, on coûtait moins cher. Bah, on était vraiment le offshore de la capitale, quoi. Mais on est avec l'avantage de parler français. C'est ça. Je veux dire que les mecs, ils nous donnaient du boulot. Et en fait, je suis rentré, j'ai cogité dans le train. Et quand je suis rentré, je dis à mes associés, en fait, faut qu'on prenne une décision, quoi. Si on veut lancer de la startup, il faut qu'on arrête de s'enfermer dans de la presta, même si c'est intéressant, même si on apprend énormément. Et du coup, là, je me suis dit, je vais faire de la formation parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont créées autour de WordPress, mais personne t'apprend à faire un site pour débutants. Hein. Je voulais pas faire forcément du développeur. Et quand j'en parle sur Twitter, à l'époque, Alex et Nico me disent, on a la même idée, on se rejoint dans 2 semaines, c'était à Limoges à l'époque, pour en parler justement et voir si on lance quelque chose. Et donc, ça serait con qu'on soit concurrent, autant qu'on s'associe. C'était pas du tout ce que j'avais prévu, mais vas-y, go, quoi. Et après, on a fait une formation quand même qui dure 10 semaines. C'est à raison de 10 heures par semaine. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on a les mêmes certifications que les boîtes d'informatique Word, Excel qui te forment en 3 jours sur WordPress. Mais bon, au niveau de l'État, il n'y a pas de différence sur les certifs de formation pro. Il faudrait du RNCP qui est des formations diplômantes, mais là, c'est des cursus plus longs, quoi. C'est 3-6 mois, un an, c'est ça, c'est encore comme les écoles, quoi. Voilà. Et du coup, le fait de créer tout le programme, de benchmarker tous les plugins, parce qu'il fallait qu'on conseille quand même quelque chose qui soit objectivement bon pour les débutants sans qu'ils aient à changer tout le temps. Et en fait, on mettait un peu de design, un peu de référencement, un peu de copywriting, le RGPD. C'était pas le sujet le plus intéressant de la formation. Les gens nous maudissaient en semaine 7, je crois, quand c'était ça. Mais en même temps, ça fait partie des obligations. Et en fait, de réaliser cette formation, il y avait 270 vidéos à l'époque, il me semble. C'était énorme, on était 3 pour le faire. Mais en fait, c'était énorme. Mais après, c'était quand même 3000 personnes qu'on a formées. Et ce qui est beau au-delà de ce succès, c'est aussi qu'il y a des gens qui ont eu une reconversion professionnelle, quoi. Ils se sont mis à faire des sites comme leur métier, et qui sont sortis d'un boulot dans lequel ils se sentaient un petit peu enfermés, quoi. Et du coup, ça a été c'était boulot, mais très content du résultat, quoi. Trop cool. Et juste pour rebondir là-dessus, tu dis qu'il y a des gens qui ont vraiment changé de vie. C'est vrai que on est dans des métiers qui sont très digitaux, peu tangible, et des fois on peut se poser des questions sur du sens. Est-ce que toi c'était une volonté aussi de faire sens et de proposer une formation pour vraiment impacter les gens ou... Ouais, parce que j'ai eu déjà un premier succès, on va dire, j'avais fait un site d'informatique pour les débutants en 2008, c'est mon premier projet startup, on va dire. Qui après j'avais migré sur WordPress bien plus tard pour pouvoir administrer les contenus, parce que c'était chiant de faire de HTML, on va pas se mentir. Mais au début je maîtrisais pas assez WordPress pour l'ampleur de ce site. C'est que vers 2012 je crois, je me suis dit allez c'est bon, je maîtrise bien maintenant, on va pouvoir le refaire. Et en fait ce site d'informatique pour débutants, ça fait 16 ans qu'il est là. Je l'ai monétisé, passé un bon moment. Alors là, la pub sur Internet, c'est un peu plus mort, mais j'ai fait des e-books, des vidéos, etc. C'est plus trop à jour aujourd'hui, parce que je fais plus de Windows, etc. Mais j'ai commencé par donner des cours dans la mairie du petit village qui se trouve à côté. En fait, il y avait toutes les papeteries au bord de l'Isère. Là, on est du côté usine innovation, mais de l'autre côté de l'Isère, c'était plutôt les papeteries à l'ancienne. Sauf que un jour, bizarrement, on s'est mis à moins utiliser de papier. On se demande bien pourquoi. Et du coup, il y a plein de gens qui se sont retrouvés au chômage. Et du coup, des gens qui avaient déjà 35 ans de métier. Il leur restait 5 ans à tirer pour aller à la retraite. Et du coup, la mairie leur offrait des formations d'informatique. Et c'est moi qui leur donnais. J'avais écrit 200 pages de Word, j'étais trop content de moi. Et premier jour, j'ai vu que la pédagogie, c'était un métier quand même. Et que du coup, j'ai pris mon bouquin, je l'ai jeté à la poubelle. Bref, et du coup, en fait, je me suis dit après que toutes ces connaissances, d'informatique de base, on ne pouvait pas apprendre l'informatique de base avant. Il y avait que des sites comme Open Classroom, enfin le site du zéro à l'époque, qui t'apprenaient à devenir développeur. Mais vraiment pour Mémé Gisèle, Madame Michaud qui veulent faire du Skype avec leurs petits enfants, il n'y avait pas les bases.
En fait, je sais pas, on te met pas dans une voiture sans t'apprendre à la conduire, mais on te met sur un ordinateur sans t'apprendre à l'utiliser. Donc, Et en fait, ce site, ça a été, aujourd'hui, je pense qu'il y a eu plus de 20 millions de visiteurs uniques qui sont passés en 16 ans. Donc, j'ai eu des gens qui m'ont contacté, genre des gens mais qui avaient 92, 93 ans des fois, en disant j'ai suivi tout le cours, maintenant j'arrive à faire des visios avec mes petits-enfants, c'est trop cool parce qu'ils habitent loin. Et c'est là où c'est ma première expérience en mode impact, en fait. Je fais, tu vois, au-delà de gagner de l'argent avec ou quoi, j'ai eu un impact sur un certain nombre de gens qui est positif, qui est éthiquement bon, je pense, et du coup qui me plaît. Parce que j'ai toujours eu la passion de partager mes connaissances. Donc, du coup, si ça peut être utile en plus. Carrément. Et du coup, j'ai envie de reproduire ça avec WP Chef. On avait tous un peu cette envie, je pense, avec mes anciens associés, Alex et Nico. Et du coup, on avait pour cette passion de vouloir transmettre la bonne méthodologie surtout, quoi. Et du coup, chez WP Chef, je pense qu'on a eu cet impact aussi sur pas mal de gens. À avoir ce genre de métier. Après, il y a le contraire, hein, j'ai plein de gens qui bossent dans le web et qui veulent revenir à du tangible. J'ai un pote qui est directeur artistique, il veut faire des tables en bois maintenant, tu vois, il veut créer quelque chose de concret, quoi. C'est vrai qu'à force de toucher des choses qui n'existent que dans l'ordinateur. Il y en a pas mal. Même la période Covid a aussi pris conscience de pas mal de choses. Il y a eu des révélations dans cette période. C'était un mal pour un bien. Oui, clairement. On s'est dit, non, mais c'est important de faire des choses qu'on aime. Et il y a pas mal de gens qui ont réfléchi là-dessus. Il y a une prise de conscience. Clairement. Tu l'as dit, tu as formé des débutants, des papis, des mamies pour faire des visios avec leurs petits-enfants, mais tu formes aussi des agences, des pros. Comment est-ce que tu jongles entre les deux postures pédagogiques? Parce que c'est pas le même public, donc pas les mêmes angles. C'est clair. En fait, c'est déjà dans le temps, c'est séparé. Donc, il y a eu cette formation informatique, puis formation WordPress débutant. Et c'est vrai que pour les débutants, en tout cas, on a été beaucoup à l'écoute. Sur la première version des vidéos qu'on faisait, il y avait beaucoup de questions dessous. Et c'est vrai que, il y aura toujours des questions, c'est intéressant. Mais c'est vrai que Nicolas nous disait, c'est pas normal, on a trop de questions sur cette vidéo. C'est qu'on a du mal à expliquer quelque chose. Donc, on essaye de refaire la pédagogie dans un sens complètement différent jusqu'à trouver la bonne approche, jusqu'à ce que ce soit fluide, que ce soit clair, que les arguments soient les bons. Et c'est pas juste faites-nous confiance, c'est la bonne solution. Quoi. On va vous expliquer pourquoi, comme ça vous-même pourrez le défendre après. Et après, quand on voit qu'il y a beaucoup moins de questions sous les vidéos, il y avait un sujet, moi je m'occupais de la délivrabilité des emails. En fait, mais même pour nous c'était compliqué. En fait, tu peux pas l'expliquer tant que c'est pas clair et limpide pour toi. Jusqu'à ce qu'on ait trouvé la bonne solution qui soit assez évidente. J'ai trouvé le plus simple à mettre en place pour un débutant. On va pas les faire configurer du DKIM et des choses comme ça dans les serveurs email. Hein. Même si chez O2Switch ou quoi, on a des interfaces qui sont relativement sympas. Et en fait, la solution, c'était juste qu'il fallait qu'on ait une adresse email qui corresponde au nom de domaine du site. Ça réglait 95% des problèmes, quoi. Donc, c'est souvent ça, l'approche, c'est de trouver la bonne solution qui soit simple, élégante, facile à expliquer et à argumenter. Et toujours faire des métaphores, d'explications, des schémas, et les quick wins aussi, qui sont importants. C'est-à-dire que au début, on était trop dans le blablabla, WordPress, histoire, géo. C'est chiant. En fait, dans la deuxième version de la formation, c'est dit, viens, on va direct à premier succès, on a installé WordPress, ça marche, quoi. Avant même de se lancer dans des concepts on s'en fout, en fait. Et du coup, j'essaie de garder ça, le quick win, en mode tout de suite, on a fait quelque chose. On a toujours tendance, même dans mes formations, là, Capitaine WP, toujours tendance à vouloir élaguer un peu. Là, mes cours d'intro, je les ai réduits. On installe le système de compilation, on installe notre plugin, paf, ça marche. On a un bloc, ça marche déjà, quoi, on est content. Voilà. Pour les agences, du coup, c'est un peu pareil, en fait, sur les bases, mais après, je me permets quand même d'aller plus loin techniquement. Il faut savoir lire la pièce dans le sens où, si tu vois que les développeurs, ils comprennent vachement vite, des fois, j'y vais, je balance. Enfin, tant qu'ils ont faim, je balance, quitte à ce que la journée, à la fin de la journée, ça soit... Tant qu'ils n'ont pas les yeux dans le vide et que tu les vois perdus, c'est parti. La mise en pratique est importante aussi, voilà, et laisser le temps. Mais des fois, en fait, ils veulent avoir les compétences. On a 3 jours de formation, par exemple, financés par l'OPCO, donc on n'a que 3 jours. Et après, ils vont mettre... Et donc, du coup, j'assure toujours un suivi en mode, on se fait des calls de temps en temps, en mode, c'est quoi vos problématiques du moment? Parce que des fois, ils vont me sortir une problématique, ils vont me dire, t'aurais fait comment? Et moi, je leur dis, je sais pas. Et du coup, je vais y réfléchir parce que par contre, ça va être hyper intéressant pour une prochaine formation pour améliorer mon support. Et en même temps, pour moi, c'est apprendre en même temps que ces étudiants, quoi. Ouais, trop bien. Justement, quand tu formes ces développeurs, ou en tout cas quand tu fais des formations en agence, est-ce qu'il y a des erreurs ou des croyances que tu vois revenir régulièrement, voire quasiment tout le temps? Ouais,
Bah déjà la plus grosse c'est le full site editing, hein. C'est pas prêt, c'est pas complet, c'est pas assez bien, mais c'est juste justement comme je disais tout à l'heure, c'est la méthodologie qui est pas comprise. Et je pense que WordPress fait une mauvaise pub là-dessus parce qu'il part de l'outil déjà pas assez. Mais en plus, enfin, je sais pas, il faudrait mettre en avant cette méthodologie en 5 étapes où tu commences par interpréter le design system avec le theme.json et ça te permet aussi de caler les fonctionnalités que tu donnes à ton client ou pas, tout ça dans un seul fichier. Créer des variations, un bouton. Souvent sur un site, on a un bouton principal, un secondaire, peut-être un tertiaire. C'est très facile à déclarer, ça prend mais littéralement 5 minutes quoi. Typiquement, on peut pas le faire sur Elementor. C'est un truc qui est drôle, c'est que quand on crée un bouton, enfin le bouton de base du design system, il y en a qu'un. Alors, je vois les efforts qu'ils ont et j'aime de mieux en mieux cette plateforme parce qu'ils essayent quand même de faire un truc global, les styles réutilisables, etc. On a encore cette usine à gaz, quoi. Alors que là, dans le FSE, on peut pas, pour l'instant, créer une nouvelle variation à partir de l'interface. Il manque rien, il manque un bouton plus, mais tout le reste est là. Mais par contre, on peut les personnaliser quand même, quoi. Mais après, là, ce que j'apprends dans mes formations, c'est que pour le créer, c'est une petite déclaration de JSON, c'est 4 lignes de JSON qui sont ultra faciles à taper, même pour un non-développeur. Il y a l'IA maintenant qui nous aide. Et en fait, après, une fois qu'on a fait ça, on fait les compositions réutilisables et pour qu'on puisse d'un clic les importer, changer le contenu. Après, les modèles de page et des blocs sur mesure si besoin, quoi. Une fois qu'on a cette méthodologie, en fait, on comprend pourquoi il y a moins d'options dans Gutenberg. C'est pas parce que ça manque de fonctionnalités, mais c'est parce que c'est un minimaliste qui est voulu, en fait, et qui a été travaillé en termes de développeur expérience, quoi, ou même d'user expérience globale. Carrément. Et est-ce que dans les agences qui ont ce discours-là, tu remarques un manque de communication aussi entre les différentes équipes, que les devs restent entre eux, les designers entre eux, parce que ils disent non mais les devs ils vont pas me comprendre parce que c'est des techos. Et inversement. Alors que justement dans ce que tu dis, vu que c'est la méthode FSE, t'as besoin de comprendre. Le dev il est obligé de se mettre un peu au design pour comprendre les aspects. En fait c'est t'as besoin que toute l'équipe, la chaîne de production, elle soit là. Et il y a un passage d'un film que je reprends à chaque fois, c'était The Island, qui est assez vieux, hein, avec Scarlett Johansson, très jeune et le nom de l'autre, film de science-fiction hyper intéressant où en fait les mecs on pense qu'ils sont dans un univers où tout est apocalyptique. En fait c'est juste des clones de gens très très riches qui servent pour prendre leurs organes, mais ça ils le savent pas au début du film, tu le sais pas, et en fait ils travaillent quand même en plus dans le truc, et eux leur boulot c'est dans une salle, il y a des tuyaux qui arrivent, c'est des tuyaux d'alimentation pour les organes qui grossissent visiblement, mais personne se pose de questions parce que ils sont programmés pour ne pas poser de questions. Il y en a un qui commence à s'imposer, le héros justement, et il dit tuyaux ils arrivent de là, on injecte des trucs dedans, ça part là-bas, mais qu'est-ce qu'il y a avant et qu'est-ce qu'il y a après en fait. Et ça paraît con parce que tu dis mais oui, tout le monde voudrait savoir, mais en fait dans le milieu professionnel c'est exactement ça. On a les équipes design, elles font leur truc, elles te balancent le design, les équipes de dev qui font leur truc et les SEO qui font leur truc. Et souvent il y a un manque de communication, mais ça commence déjà au début du projet, je trouve. C'est-à-dire que le commercial, il va vendre un truc, les designers vont designer un truc, et t'as le développeur à la fin qui va péter un câble en disant mais pourquoi on n'a pas le budget? Et ça c'est compliqué. En fait, c'est pour ça que quand il y a un projet complexe, j'aime bien faire des design sprints à la Google, où en fait on va avoir déjà chez le client plusieurs personnes, plusieurs compétences différentes, pour qu'ils parlent de manière large de leur projet, et chez nous d'avoir aussi le designer, le développeur, le SEO, pour justement avoir des idées communes et surtout mettre le haut là en mode attention, si on fait ça, ça va. En fait, ça va être plus cher, ça va être plus long. Et le designer, comme il est souvent en fin de ligne, c'est désolé, on a tous ramé, donc on n'a plus le temps, donc il va falloir travailler vite, mais en plus, il faut faire tout ça. Ah ouais, non, mais les gars, on n'est pas magiciens non plus. Non, c'est clair. Donc il y a ce manque de com et ce manque de centralisation des process en général. Et manque de veille aussi. Et captation du besoin / par rapport à ce qui est vendu. C'est vrai que toi, c'est des trucs que tu as vus où tu dis, non, justement, là, on avait vu un spec défini, et en fait, ça prend trop de temps. Ouais, parce que tu as aussi tous les côtés cachés que tu vas découvrir au fur et à mesure. Donc, il faut savoir. J'ai bossé pour une agence anglaise et eux, ils étaient quand même vachement dans la découverte. Ils disaient que le client, on ne sait pas tout à l'avance. Il y a des choses, on ne sait pas. Et quand on n'arrive pas à faire un truc, on ne dit pas, en fait, ça, désolé, on a une impasse ici. Comment on réfléchit le truc? C'est quoi le compromis? C'est pas genre le client, il a dit non, on a validé ça, il faut faire ça, quoi. Non, en fait, on explore aussi. Et je trouvais que cette approche était assez intéressante. Carrément. Comme le no estimate, mais bon, maintenant, c'est les clients. Hein. Tu veux dire, client, on ne sait pas combien va coûter le projet. Non, c'est mort. On a un budget à tenir. C'est ça. Et à ta décharge, nous, en tant qu'entreprise, c'est vrai que si on ne nous donne pas le prix,
bon, j'y vais pas trop, quoi. Bah, non. Bien sûr. Ou alors, ceux qui ont cette mentalité de faire par itération. Oui. Du coup, nous, on faisait beaucoup d'applications web à l'époque aussi dans notre agence. Et du coup, on essayait de faire par itération. Une fois, on a fait un projet où le mec, il voulait faire une plateforme de formation en ligne, en vidéo, etc. C'est génial, mais en fait, c'était trop gros. C'était beaucoup trop gros. Et on lui a dit, nous, ce qu'on voit de tout ce qu'on lit, de tout ce qu'on voit comme vidéo, chez Google, ils font de l'itération, les design sprints, les méthodes agiles, etc. Et surtout, c'est qu'est-ce qu'on sort en premier pour commencer à générer de l'argent. Comme ça, ensuite, la plateforme, elle s'auto-finance sur la suite. Genre la facturation automatique à la fin des formations, ça sert à rien. Dans un premier temps, tu l'as fait à la main. Et si on voit que demain, ça te prend tout ton temps, on sait que c'est la deuxième priorité en fait, et on bossera là-dessus. En fait, ça va se dérouler automatiquement. Et du coup, après pour des sites web, c'est plus compliqué parce que mais une fois, si tu as un design system, tu peux sortir le site avec que quelques pages et rajouter plus tard des composants, des compositions, des sections et rajouter de nouvelles pages et fonctionnalités plus tard, quoi. Exactement. Mais les gens, ils veulent un livrable à chaque fois et c'est souvent compliqué. Et du coup, là, on a évoqué tout un spectre même de façon d'organisation. Toi, aujourd'hui, en 2025, si tu devais recommander une compétence aujourd'hui à quelqu'un que tu formes au niveau développement, tu dirais que ce serait laquelle? En compétence plutôt technique ou organisationnelle? Ouais, plutôt technique, ouais. Du JavaScript. Ok. Ouais, clairement. Matt Mullenweg, le créateur de WordPress, il l'a dit en 2015 au State of the World, de la conférence annuelle à la Steve Jobs. Mais du coup, il a dit clairement, voilà, l'avenir c'est le JavaScript. Nous, on va y passer. Je sais que WordPress, c'est beaucoup de développeurs PHP, historiquement. Mais en fait, si on veut une interface d'admin qui soit fluide, réactive et qui se recharge pas à chaque fois, parce que putain, avant, quand tu mets beaucoup de plugins, des fois, tu enregistres ton article, ça recharge toute la page. Ça mettait 7-8 secondes, c'était un peu frustrant. Donc, du coup, tu peux pas continuer éternellement sur de la génération statique, quoi. Donc, il fallait du JavaScript. C'est l'API REST qui a rendu ça possible. J'ai suivi les aventures de Ryan McHugh qui a développé l'API REST, qui est super intéressant. Et du coup, le fait d'avoir une API dans WordPress nous permettait justement de faire des interactions front-back avec que du JSON. Et c'est plus le PHP qui générait l'affichage, c'est les composants en front, ce qui a permis de créer cette révolution JavaScript, quoi. Donc Mullenweg, il l'a vu, il a dit ok, on a l'API qui est là, ça va nous ouvrir plein de possibilités, on va pouvoir faire un nouvel éditeur notamment. C'était déjà dans les cartons et du coup voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui je le pousse encore, mais j'étais pas développeur JavaScript à la base, j'ai appris en 2018 en même temps que les blogs, quoi. Au début c'était catastrophique. Après j'ai voulu faire du React par moi-même pour apprendre et puis faire des applications web parce que c'est quand même le truc qui me passionne un peu. Je pense que ça sera mon futur, lointain ou moins, je sais pas. Mais faire de l'application web, donc du coup JavaScript c'est la compétence la plus importante, je pense. Et React du coup. Ouais. Parce que du coup, justement, il y a aussi pas mal de gens avec qui on discute qui nous ont dit qu'ils ont peur pour le futur de WordPress parce que justement, ils ont cette image très PHP. Toi, aujourd'hui, avec React Next ou même du Timber, Twig, aujourd'hui, il y a tout ce spectre-là. Tu le vois comment aujourd'hui, tous ces outils dans l'écosystème WordPress? Est-ce que tu penses que tout a son importance? Est-ce que tu penses qu'on en fait des caisses des fois sur certains trucs et que ça pourrait t'alléger? Alors, des fois, ouais, ça, c'est une très, très bonne question parce que autant j'ai vu des agences qui étaient hyper cadrées, qui disaient on veut faire du WordPress, mais nous on aime bien Twig, donc on veut du templating, comme dans du Laravel ou du Symfony, quoi. Et je leur dis c'est parfait parce que une agence que j'ai formée à Strasbourg, je leur dis c'est parfait parce que moi je fais tout avec Twig en ce moment, c'est en 2015-2016, un truc comme ça. Et effectivement, c'était pratique parce que ça te rajoute une couche où tu fais du vrai templating. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire en fait avec le FSE. Et j'ai vu des agences aussi qui ont voulu trop mettre de stacks techniques. On s'éloigne de WordPress et en fait, toutes ces stacks-là nous rajoutent de la complexité plutôt que de l'agilité. C'est là où c'est dans tous les langages, dans notre métier, c'est toujours comme ça. C'est à quel moment en fait tu gardes ton agilité et à quel moment tu mets un peu plus de complexité pour être plus propre ou plus performant, j'en sais rien. Et il y a un thème de base, j'ai oublié le nom, c'est sûr, qui est souvent utilisé de Roots et en fait qui permet en fait de faire que WordPress c'est comme une dépendance composer en fait, et les thèmes et les plugins aussi. Sauf que du coup il y en a beaucoup qui sont partis là-dedans. Et je peux comprendre la base, mais en fait, ça va rajouter beaucoup de contraintes pour peu d'avantages, je trouve, à titre perso. Il y a quand même des avantages, bien sûr, mais... Et du coup, ceux qui se sont mis là-dedans, je trouve qu'à un moment, ils se retrouvent bloqués par ce process qui est assez lourd.
Alors qu'aujourd'hui, moi, je leur conseille, prenez un Umbrella WP, ça, vous managez tous les sites à distance, ça fait les mises à jour, même automatiquement, sauvegarde, restauration, ping pour savoir si le site il est en ligne, et vous emmerdez pas avec la stack technique du thème de base de WordPress, quoi. Surtout avec le FSE. Bah, du coup, moi j'adore Tailwind pour le CSS par exemple. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à l'intégrer dans le FSE parce que WordPress génère les classes CSS. On fait du CSS dans du JSON. En fait, ça paraît être une hérésie, mais c'est pas si con parce que quand tu vas configurer tes styles dans le JSON, tu configures que les styles. Et les sélecteurs CSS, c'est WordPress qui les génère. T'as pas à t'embêter avec ça parce que c'est une charge supplémentaire, etc. On peut toujours mettre du Tailwind pour les blocs sur mesure, par exemple. Mais Tailwind, ça va générer un CSS à la fin. Alors que là, l'approche WordPress du moment, c'est que si un bloc est utilisé dans la page, il y a le CSS qui est intégré, sinon il n'est pas intégré. Donc du coup, j'ai envie de dire, faites confiance à l'équipe performance, du corps performance de WordPress, parce qu'ils font vraiment des belles choses, que ce soit avec les images, que ce soit avec les chargements conditionnels. Et il y a vraiment des améliorations qui sont dingues. C'est pour ça les gens qui disent WordPress c'est pas optimisé, j'ai envie de leur dire, tu t'es pas renseigné. C'est pas possible parce que vraiment, il y a des très très bons trucs qui sont faits. Nous, en plus, je sais pas, tu vas avoir les sourcettes sur les images. Ah, putain, voilà. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, un truc que tu es censé savoir depuis longtemps et que tu sais pas. L'autre jour, je cherchais un moyen pour ma formation de dire, bon, ok, j'ai utilisé une image dans mon bloc, mais je suis pas passé par le bloc image. Du coup, comment je génère les sourcettes, donc les images intermédiaires. Beaucoup de gens dans WordPress savent pas que ça sert à rien de créer des nouveaux formats d'images ou quoi. Il suffit de garder ceux par défaut et WordPress va les générer automatiquement. Il faut les optimiser après l'import en plus. Et ça sert à rien de les optimiser avant parce que c'est les petits formats d'images qui seront utilisés. Bref. Et du coup, je me dis comment je génère le source-set. Moi, je pensais qu'il fallait que je hook la réponse en PHP, que j'insère le truc dans la balise image avec une regex ou quoi. Et en fait, j'apprends là que, truc basique en plus, c'est que en fait, si WordPress le fait déjà automatiquement, mais même hors bloc de partout, s'il voit la classe wp-image-l'id de l'image, quelque part dans le HTML, il va générer le source set. Ça, bon, c'est quelque chose que j'estime que j'aurais dû connaître en 2012, tu vois. Et là, quand tu l'apprends en 2025, tu fais ah. Mais en même temps, voilà, tu dis putain, mais c'est trop bien parce que j'ai pas à m'en soucier, quoi. C'est pas à moi en tant que développeur à me soucier de ça parce que la plateforme le fait pour moi. Et ça, c'est trop bien, quoi. Et donc, du coup, pour moi, aujourd'hui, il faut un retour à la simplicité de la stack technique. C'est d'avoir juste un thème de base tout simple, son thème.json, ses compositions, ses variations de style. Et en fait, on peut tout faire, quoi. Et quand on veut du dev sur mesure, on fait un plugin avec des blocs ou de fonctionnalités, quoi. Et voilà, on n'a pas besoin de mettre en place forcément des gros trucs. Pour WP Chef, j'avais fait le LMS, donc le système de gestion des étudiants en interne, parce qu'en France, on a beaucoup d'obligations légales, surtout quand on est Calliope, etc. Et on avait même notre propre certification. Et du coup, en fait, à un moment, j'ai fait une refonte parce que le code procédural, il était limité. Et du coup, j'ai fait ça en programmation orientée objet, mais j'ai aussi utilisé des librairies de Symfony, de Laravel, non, surtout Symfony, pour de l'autoload, des choses comme ça, en fait. Voilà. Et c'était super intéressant de l'intégrer. Donc on peut intégrer tout ce qu'on veut si on voit un manquement par rapport à nos process, c'est ça qui est bien avec WordPress, quoi. Mais mon conseil, c'est ne le faites pas trop, ne faites pas de l'empilement de stack technique juste pour le plaisir du CTO, quoi. Faut garder l'agilité, quoi, comme je disais. Surtout qu'il y a eu une vraie phase, et je trouve que ça traîne encore un peu, de regarde ma stack technique, quoi. J'ai le meilleur, j'ai le truc de ouf. Alors qu'au final, ton client final, ta stack technique, il en a pas grand chose à faire. C'est ça, c'est qu'il s'en fout. Si les performances sont là, si le site il tient la route ou quoi, on s'en fiche. C'est pour la maintenabilité du développeur, par contre. Si le site il est destiné à vivre dans le temps, voilà. Mais encore une fois, si on en met trop, ça devient très compliqué. Déjà, pour onboarder un développeur dans la team, tiens, je vais t'expliquer toute la stack technique et tu lui étales tout le bordel devant lui. Il va se dire, ah ouais, super, quoi. Moi, j'étais venu pour faire du WordPress et au final, je vais faire 50 000 technos. L'agence anglaise pour qui j'ai bossé, ils avaient justement du SAS, par exemple, pour le CSS, même si on faisait des blocs, des choses comme ça. Et en vrai, ils n'avaient pas de documentation. Donc, des fois, à des moments, ils disaient, mais pourquoi t'as pas utilisé mon Mixin, là, sur le Slack? Je dis, parce que je sais pas qu'il existe un Mixin, en fait. J'ai consulté un peu la stack, mais en fait, à un moment, elle commence à être tellement grosse que... Et voilà, oui, il faut faire du code propre, mais on peut le faire tout en restant quand même simple sur certains aspects, quoi. Changement un peu de sujet. Donc WordPress, ça fait quand même longtemps que tu l'utilises et tu es même
très impliqué dans la communauté via des meet-up, des WordCamp. On a pu te voir d'ailleurs au WordCamp Rennes sur la conférence. C'était WooCommerce de mémoire. Ouais, c'est sur ça. les hooks WooCommerce. Et moi, je t'ai vu à Toulouse aussi. Ouais, sur Toulouse, j'ai parlé du FSE, des 5 étapes justement. Exactement. Et déjà, pourquoi tu t'es impliqué aussi dans la communauté WordPress et qu'est-ce que ça t'a appris maintenant que ça fait aussi plusieurs années? Tu peux avoir un petit bilan de ce parcours-là. Ça m'a appris plein de choses, mais alors du coup je m'y suis impliqué un peu par hasard. C'est mon associé de la première agence Moussi Créative, Thierry, qui lui techniquement il était toujours le premier sur les nouvelles techno. Quoi. Je veux dire, je pense qu'on a un des premiers comptes Instagram quand l'application est sortie, qu'elle s'appelait pas encore Instagram. Le mec était tellement il y a une nouvelle appli pour faire des photos et tout, machin. Et là il m'a dit à un moment, il fait j'ai commencé à faire mon blog parce que moi je pense que vraiment une de mes core features c'est dès que j'apprends quelque chose que je trouve super intéressant, je trouve ça compte de garder pour moi, tu vois. J'ai envie de le partager. Donc je me dis, je vais faire un blog sur des tutos de WordPress. D'où la pertinence des formations aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu vois, à la base, c'était juste cette feature, elle est trop bien pour me la garder pour moi, il faut que les gens ils le savent, quoi. Il n'y a pas d'objectif derrière. Et un jour, mon associé me dit, mais viens, on va au WordCamp Paris, tu vois, ou viens, va proposer une conférence. Bon, je me dis, tu veux pas faire les choses toi, tu sais, non, mais moi, je reste dans l'ombre, hein, j'ai pas envie de ça. Du coup, ok, quoi. On allait à un WordCamp, on a trouvé ça super intéressant, une super communauté, les gens étaient super amicaux. Tu connais personne, c'est la première fois que tu arrives dans un truc comme ça. Bon, le petit WordCamp à l'époque, c'était 80 personnes, hein, mais c'est déjà ça, quoi. Là, on découvre ACF en plus, du coup. Les gars, il me faut des champs supplémentaires. Il y a un plugin qui est en train de bien buzzer en ce moment. ACF, essaye. Et du coup, tu revois un peu toujours les mêmes personnes. Puis, le fait que WordPress soit gratuit, qui t'apporte beaucoup, qui te fait générer quand même de l'argent, tu as quand même normalement envie d'un petit peu de rendre l'appareil. Du coup, tu dis, il y a des gens qui s'activent pour organiser des événements. Puis t'as envie de rencontrer un peu les passionnés aussi, de faire des nouveaux contacts. Donc c'est pour ça que très vite je me suis dit, il n'y a pas de meet-up à Grenoble, on va en faire. D'abord informel et après un peu plus officiel. Il y avait un événement à Grenoble avant qui s'appelait Webinalp aussi, qui était hyper fun, plus web global, quoi. Et le fait d'être là-bas, de m'être fait ami avec les organisateurs, ça m'a donné un petit peu l'envie aussi de dire, tiens, si je fais la même chose pour WordPress, quoi. Carrément. Bon, c'est devenu un petit peu par rapport à ses influences, en fait. J'ai pas vraiment réfléchi le truc, ça s'est fait naturellement. Et du coup, après, en 2013, je suis allé aux Pays-Bas pour le premier WordCamp Europe. À Leiden. Et du coup, je ne connaissais personne. Je parlais anglais, mais c'était catastrophique. C'est toujours catastrophique d'ailleurs. Je peux faire des belles phrases à l'écrit, mais alors à l'oral. Et je me dis, je vais dans un truc, je connais personne. On était 7 Français, un seul dans l'organisation, pas dans l'équipe de volontaires, quoi. Mais il y avait Daniel Rock, du coup, à l'époque, justement. Déjà. On a bien sympathisé là-bas, on a bien rigolé. Mais moi, dans les organisateurs, j'étais méga timide en plus. Et je pense que ce week-end de WordCamp m'a profondément changé. Je me suis fait un pote là-bas qui était francophone, qui vivait en Espagne. Il m'a dit, t'es timide, il n'y a pas de souci, regarde demain. Il y a 2000 personnes qui vont rentrer dans le bâtiment, on se met devant l'entrée, on dit bonjour aux 2000. Je fais, c'est mort, frère. On l'a fait quand même, du coup. Ça vaccine après. Du coup, j'étais changé, j'étais plus ouvert, plus à l'aise avec moi-même. Et du coup, j'ai bien aimé cette organisation de prendre un peu du temps. Ça te permet de te faire connaître un peu ton blog, etc. Carrément. Et puis en 2022, j'ai organisé avec Jonathan, Émilie, Lebrun, que tu as interviewé, et d'autres personnes. On a organisé à 7 un WordCamp, le premier après le confinement d'ailleurs. C'était de l'organiser de A à Z. Putain, c'est de l'investissement. Hein. On s'imagine quand on est à l'extérieur, mais quand tu le vis de l'intérieur, tu dis ça prend un temps de ouf. C'est souvent ce qui est dans les premières choses qui sont dites au lancement d'un WordCamp. À Rennes, ça a été ça, à Toulouse, ça a été ça, de dire merci à l'équipe de l'orga. Et il y a toujours une petite phrase de on sait que vous avez tous sué, on sait que vous avez tous eu des nuits blanches. Et tu sens que du coup, que c'est une grosse machinerie, mais c'est vrai que à la fois on le ressent et à la fois c'est quand même. En fait, on le ressent pas tant que ça en tant que participant, dans le sens où c'est hyper fluide et tout marche bien, c'est bien, voilà, ça s'imbrique bien et du coup on ressent pas cette lourdeur. Je trouve qu'il y a un filtre qui est mis qui est très chouette. Après, il y a aussi l'apprentissage des anciens WordCamp. On voit comment se passe un WordCamp, donc du coup on a cette connaissance qui vient se cumuler.
Mais oui, ça reste quand même des galères en arrière-plan à régler. Nous, en 2022, on sait que les WordCamp, souvent, il y avait un problème avec la bouffe, et trop de queue le midi, etc. Donc nous, on a bien pris toutes les précautions pour que ça n'arrive pas, et c'est arrivé 2 fois plus que d'habitude. Parce que pour le contexte, l'après-confinement, les restaurateurs dans les métiers de la bouche, ils avaient du mal à trouver des serveurs. Et en fait, on a bien pris en compte ça, mais du coup, ça a pas marché pour le midi et pour le soir. C'était catastrophique. On a eu des remboursements, du coup, parce qu'ils nous ont fait des prix. C'est parti à la communauté WordPress, c'est pas, on a pris, hein. Mais du coup, oui, c'est un événement, quand tu organises, tu n'es pas payé, comme quand tu participes à un WordCamp en tant qu'orateur. T'as juste l'entrée gratuite, la bouffe gratuite, mais du coup, sinon, tu te démerdes pour te déplacer, etc. Parce que, ils estiment que déjà, un événement à 50 € l'entrée, c'est vraiment pas cher. Il y a des événements web, c'est 1000, 2000 balles. Clairement. Et là, du coup, ça demande un effort aussi. Et en fait, en vrai, tu y vas pour partager, tu y vas pas pour. Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, cette question de la bouffe, ça a été catastrophique. On a fait ce qu'on a pu. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les gens voulaient plus faire serveur, ils voulaient faire community manager. Il y avait plein de gens qui embauchaient dans le digital ou même ailleurs. Et du coup, les restos avaient du mal à trouver des gens, quoi. Mais ouais, grosse suée, mais en tout cas, un événement dont on est très content. Il y avait plus de 350 personnes. On a eu des belles conférences. C'est vraiment cool, quoi. C'est une expérience à vivre, mais qui prend du temps, quoi. Ouais, c'est ça. On a parlé un peu sur le côté pro, là. Personnellement, ça a dû t'apporter des choses aussi, de t'impliquer autant dans la communauté, d'avoir des collègues, entre guillemets, parce que c'est ça aussi qui est dur quand on est à son compte. Moi, je travaille tout seul de chez moi. Voilà. Alors, on a le Slack WordPress FR, où il y a un peu toute la communauté. Il y a plus de 30 000 personnes dedans, mine de rien. Il y a vraiment un noyau très actif. Donc du coup, on a des petits groupes privés avec certains, on papote la journée, on se partage des ressources, des problématiques, plusieurs Slack, j'en ai d'autres. Et en vrai, du coup, tu te sens pas tout seul, tu sens comme si tu bossais en télétravail avec une équipe, mais en fait, chacun a son propre business, quoi. Et heureusement, il y a des coworking comme ici aussi, où tu rencontres d'autres gens pour final, pas devenir fou tout seul, quoi. C'est ça. Au final, tu as tous les avantages d'avoir des collègues sans avoir les inconvénients qui sont, par exemple, être interrompus, le bruit, le machin. Dès que tu veux être dans ta bulle, c'est possible. Voilà, c'est ça. Et tu les choisis, tes collègues aussi. Ça, c'est l'avantage. C'est clair. En fait, j'aime bien, moi, me passer en deep work en mode, dès que je suis en méga concentration, je peux passer une demi-journée, une journée, écrire des cours. Des fois, je me tape 3500 mots dans la journée, plus les illustrations, plus le titrage, etc., relecture. Ça prend énormément de temps, ou du développement aussi. Et en vrai, des fois, c'est mon ventre qui me réveille en mode gars, j'ai faim, on fait une pause. T'as pas mangé, en fait. C'est ça. Et du coup, ça, quand t'es dans une agence, j'ai formé des gens, ils disaient, mais on est obligé de répondre au téléphone quand il y a du support, on est obligé il y a des réunions tout le temps, etc. Et je déteste les interruptions. Pour revenir à ton niveau de concentration, si tu fais un gros algorithme un peu chiant, pour revenir à ton niveau de concentration, ça va te prendre 45 minutes à 1 heure. Pour te remettre dedans. Tu sais, si tu fais un call de 10 minutes, t'es foutu, quoi. T'as perdu 1 heure, 10 minutes, en fait. Ouais, clairement. Sur les 10 dernières années, justement, si on reparle de la communauté WordPress, surtout la francophone, tu l'as vu évoluer sur la décennie, là. Qu'est-ce qui a le plus changé, selon toi ? Ouais, je l'ai vu évoluer. Après, même stagner à un moment. Ok. À un moment, on disait, il y a Georges Julio Potier qui fait SQ Press, et à un moment, il faisait tellement de conférences, toujours très passionnantes, mais c'était le truc drôle, c'était le jeu de mots, le hashtag Julio is everywhere. Parce qu'à tous les événements, il était là en tant que sponsor, en tant qu'orateur, en tant que... Et ouais, à un moment, on s'est dit, putain, on est toujours les mêmes vieux briscards, là, on voudrait du sang neuf dans les conférences, tu vois, attirer des nouveaux profils. Et il y a un moment, ça venait pas. On s'est dit, est-ce que WordPress c'est la fin, tu vois ? Est-ce que les nouveaux ils vont sur Wix, Webflow, etc. Et il y a une vraie problématique par rapport à ça qu'il faudra réfléchir. Mais du coup là, ces dernières années, par contre, l'après-confinement, il y a plein de nouvelles têtes qui ont émergé, il y a plein de nouveaux projets qui ont émergé, et du coup il y a une espèce de renouveau là-dedans, quoi. Après, on a eu peur à un moment qu'il y ait eu cette dichotomie, cette séparation, ce divorce entre les pro PHP et les pro JavaScript. Les premières versions de Gutenberg et du FSE étaient très minimalistes. Moi, je l'ai tout de suite adoré pour Capitaine WP. C'était un bel éditeur de contenu blog, vertical, pas mise en forme complexe avec des colonnes, etc. Mais tout de suite, j'ai vu le potentiel. Je fais mes blogs sur mesure, un petit blog pour présenter un plugin, je mets le nom du plugin, paf, ça s'affiche direct, ça prend les infos à distance et tout. Petit blog attention, conseils, etc. Pour avoir du contenu riche dans mes cours, quoi, pas juste titre, contenu, image. Et lis 500 lignes de contenu, débrouille-toi. Non, je me suis fait un petit éditeur de code avec le langage, petite couleur, etc. Et je trouve que
mes cours, j'ai trouvé intéressant à lire parce que c'est pas juste des gros pavés de texte. Ouais. Moi. Je faisais des paragraphes Un peu courts. des... Et il y a plein de variétés Ouais, de c'est contenus ça. qui t'attirent l'œil, en fait. Et, Qui font des pauses aussi dans un ouais, blog qui voilà, c'est ça. changent un Et peu. qui mettent en avant la pédagogie en mode, bah, ça, c'est plus important que le reste. Ouais. C'est pas juste, je mets en gras, c'est je le mets dans un bloc. Je fais une aparté, j'ai un bloc aparté qui te permet de comprendre que tu sors un peu du contenu du cours actuel Ouais. et que tu vas en revenir après. Et mine de rien, ben, cette aide par l'aspect graphique, parce que Gutenberg était totalement adapté pour ça. Oui. C'est vrai qu'en 2018, ça a pas mal gueulé. Et ce qui était beau à voir, c'est qu'en 2023, quand on a commencé à faire des WordCamp et tout, ceux qui gueulaient le plus par rapport à Gutenberg, c'était ceux qui étaient le plus enthousiastes à l'idée d'y passer, parce que en fait, ils avaient vu l'évolution et le potentiel. Le potentiel, ouais. Donc c'est quand même ce qui était bien aussi, c'est que les gens ne nous ont pas dit c'est de la merde définitivement, c'est ah tiens, je redonne un essai, oh, je trouve des trucs intéressants qui commencent à valoir le coup, quoi. Ouais. C'est peut-être là la plus grosse évolution qu'il y a eu dans la communauté, c'est ce switch dans les idées, à se dire ok, on nous a presque imposé un outil, on n'en voulait pas, et en même temps on savait qu'on avait besoin de quelque chose de mieux, mais bon, il y avait déjà les mentors, etc. Ouais. Tu peux pas compter en étant une plateforme sur que des solutions tiers pour Tout à fait. venir, surtout pour l'expérience d'édition, parce que alors même que tu es un éditeur de contenu, enfin que tu es un CMS, quoi. Tu as un content management system, il faut que tu puisses manager ton content. Tout à fait. Sinon, de façon à quoi native. bon Sinon, Donc, tu parlais du switch justement post-Covid avec toutes ces nouvelles têtes qui sont arrivées. Pour toi, c'est justement le Covid qui a engrangé peut-être beaucoup de reconversions, qui du coup, des gens se sont tournés vers cette communauté, ou pour toi, il y a un autre facteur? Peut-être, alors je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés après. Ouais. Et il y en a qui ont peut-être profité du Covid pour se dire tiens, je prends le temps. Si je commençais à communiquer, à faire des articles sur LinkedIn ou sur mon blog, un truc que je regrette un peu, c'était on avait des blogs avec les flux RSS. Et je trouve que c'était cool pour faire la veille. Ouais. Aujourd'hui, les contenus, à partir tu les mets sur LinkedIn, les contenus, ils ont une visibilité de 24 heures. Ils seront pas référencés, ils t'appartiennent pas. Et je trouve que tôt ou tard, il faudrait qu'on revienne à plutôt un ancien fonctionnement où ton contenu t'appartient. Bon, rien ne t'empêcherait de faire un article sur LinkedIn et après de mettre un lien vers ton blog, quoi. Oui, bien sûr. Mais les gens, que ce soit Instagram, TikTok, LinkedIn, les gens créent du contenu pour la plateforme et ils sont pas de pérennité, en fait. Même un mec qui fait des recettes de cuisine, tu regardes la recette de cuisine sur Insta, alors maintenant tu peux revenir en arrière, heureusement. Avant, tu pouvais pas, donc tu étais en train de suivre le mec te fait une story, un réel en 17 secondes où il y a toute la recette et t'es là en mode pause. Ouais, c'est ça. Je voulais faire une application pour récupérer ça vers l'IA et j'ai eu une pub l'autre jour. Il est bon Instagram, hein, d'une application qui fait exactement ça. Ouais. Bon bah voilà, ça fait pas. Mais je vais utiliser celle-là, c'est cool. Et ouais, c'est ces contenus qui nous appartiennent plus, c'est un peu problématique, quoi. Mais en tout cas, je pense que ça crée des vocations chez les gens de se dire tiens, je vais communiquer un peu plus et je vais partager un petit peu mes connaissances ou faire des plateformes. Je pense à Nicolas Rivière avec WP Community par exemple. Très très chouette. Mon ancien associé qui m'a balancé dans WordPress en mode vas-y, on va faire des conférences. Et il me disait, mais sur ton site, fais une sorte d'annuaire des freelances, fais une job board, etc. Ouais. Et je sais, j'aimerais trop, je n'ai pas le temps et tout. Et le fait que Nicolas l'ait fait, en plus, il l'a fait en React et tout, avec du WordPress derrière. Ouais. Il a fait un truc vraiment super. Et en vrai, ça fait une vitrine de ouf, quoi. Ouais. Et c'est un super bon projet. Qui évolue beaucoup en plus encore aujourd'hui avec des nouvelles fonctionnalités régulièrement. J'en ai vu une nouvelle ce matin, je crois que tu peux faire des articles invités maintenant sur la plateforme. Et est-ce que tu penses que justement un des points forts de WordPress qui est sa communauté est aussi un de ses plus gros entre guillemets défauts dans le sens où du coup WordPress est gratuit et open source et donc n'a pas une entreprise derrière qui doit le vendre et donc a un produit moins bien marketé qu'un Wix, un Shopify, comme tu le disais justement tout à l'heure. Ouais, c'est souvent le problème de l'open source de manière globale. Alors si on a une entreprise derrière qui vend, qui est WordPress.com, mais du coup qui crée l'ambiguïté, qui a créé tous les problèmes de gouvernance aussi. On a eu tous ces problèmes l'année dernière entre WP Engine et Mulenweg. On a peur que ça ait mis un pied dans la tombe de WordPress. Du coup, on en est passé, c'est bien. Mais effectivement, le fait que WordPress.com tienne WordPress, que ce soit Mulenweg qui est un peu la décision de ce qui va se passer, qui manque une gouvernance qui change. Mais en fait, en même temps, il y a eu des problèmes sur LibreOffice, OpenOffice, il y a quelques années en arrière aussi. Donc, c'est un problème qui est très récurrent dans l'open source. Mais c'est vrai que des fois, donc on a ce côté communautaire où c'est un peu quand même la communauté qui décide, ça c'est cool. Mais des fois, du coup, ça manque de vision. Il y a des fonctionnalités qui sont sorties dans Gutenberg en mode, on n'avait pas besoin de ça, hein. On avait plus besoin de ça. Pourquoi ça sortir avant parce qu'il y a un mec qui avait envie de bosser sur ça, du coup, il a bossé, il a fini la feature. Et du coup, parfois, la vision est un peu floue, la direction est un peu
un peu chaotique, alors que quand tu prends Vercel qui fait Next.js, Ok. eux du coup ils ont une feuille de route, c'est eux qui font le truc, même si tu peux participer un peu au projet, mais tout de suite ils ont dit voilà, notre plateforme elle va faire ça, la feuille de route c'est ça, et du coup ça y va très très vite et très très fort quoi. Mais du coup, tu as un peu moins ce côté, il y a des gens qui gueulent en disant oui, le routeur il est pas bien, on aurait préféré que ce soit comme ça. Du coup, ça dépend, c'est soit tu as une grosse vision et tu as une ligne directrice, soit tu as un peu plus la voix de la communauté, mais du coup, ça peut prendre plus de temps en débat, en réflexion. C'est compliqué à trouver le juste milieu, là encore, quoi. Donc après, ça a pris un choix, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Des fois, on gueule, il y a des manques de vision, etc. Mais dans l'ensemble, ça avance plutôt dans le bon sens. C'est un choix qui, à mon sens, est plutôt aligné avec les valeurs, justement, open source et très communautaires de WordPress. C'est un choix qui fait sens. Parce que c'est vrai que nous, pour la partie, quand on discute pour des sites vitrines ou des blogs, etc., WordPress, il n'y a pas trop de questions. Mais c'est vrai que sur la partie e-commerce pure, là, c'est beaucoup plus tendu, entre guillemets, où il y en a plein qui disent, oui, mais en fait, dès que tu as plus de 10 produits, oublie WordPress. C'est un peu plus compliqué que ça dans les faits. Alors qu'en vrai, il y a beaucoup d'agences qui ne veulent même pas aller sur du WooCommerce parce que c'est vite fait, ça t'a vite fait d'avoir des galères. Moi, j'ai fait la conférence que j'ai faite sur WooCommerce, justement, c'est suite à des projets. Quand je suis parti de WPSchef, j'avais envie de remettre dans du technique, il fallait que je me remette à jour, je voulais du défi. J'ai eu la chance de trouver des projets hyper techniques où j'ai pu mettre WooCommerce dans tous ses états et le transformer. Pour un client récemment, là, on a bossé pour eToro, la grosse plateforme de trading quand même. On a fait une plateforme de cadeaux. Et en fait, donc les coupons WooCommerce sont en fait tes codes d'accès sur le site, parce que du coup, comme c'est du cadeau, il n'y a pas de paiement à la fin, donc il faut pas que tout le monde y accède. Et après, en fait, en fonction du coupon, tu as accès à différents cadeaux. Si c'est selon si c'est son anniversaire, cadeau de bienvenue, événement spécial. Et en fait, du coup, j'ai réussi à transformer cette plateforme pour que justement il n'y ait pas de paiement à la fin et que ce soit sécurisé par les coupons, tout en restant au plus proche du natif. Pour un autre client, on avait réussi à transformer le truc en plateforme de demande de devis. Il y a un plugin sur WooCommerce.com, coûte pas si cher, c'est 30 000 lignes de code et il réinvente la roue à chaque fois. Tu peux pas le modifier. J'ai demandé un remboursement au bout de 5 jours et je me suis dit je vais le faire à la main. Et en fait, la base de ce que j'avais envie de faire, j'ai réussi à la faire en 120 lignes de code grâce à des hooks. Parce que WooCommerce est totalement capable de gérer le fait que au premier passage, tu n'as pas de paiement. C'est en mode catalogue, tu fais une demande de devis. Et après, en back-end, tu valides. Et en fait, du coup, ça renvoie un lien au client pour qu'il termine et qu'il paye. C'est ça. Donc, c'est pas natif, mais si tu changes le fonctionnement, WooCommerce arrive à le comprendre. Et ce qui fait que tu peux faire tout ce que tu veux avec. Par contre, je peux comprendre les gens quand ils vont sur Shopify, parce que tu as déjà tout qui est intégré. Sur l'aspect légal aussi, parce que sur WordPress, ça n'a même pas de facturation par défaut, c'est un plugin. Et du coup, tu as tout en un. Tu as un système de templating qui est plutôt assez malléable, de ce que j'ai compris. Et en fait, toutes les grosses... toutes les boutiques françaises, on va dire moyennes, tu vois, je sais pas, vente de chaussures, pied de biche, le slip français, les trucs comme ça, Cabaya, toutes ces marques qui marchent bien en France. Quand tu regardes, en général, c'est du Shopify, quoi. Même si, ils doivent payer un abonnement. C'est une solution propriétaire, C'est propriétaire, mais d'un côté, c'est tellement bien huilé que tu vas très vite à l'objectif. Exactement. Pour le côté e-commerçant, la gestion des commandes sur Shopify est quand même très bien faite par rapport à un WooCommerce aujourd'hui. Ouais, il y a ça aussi. Et c'est vrai qu'il y a aussi eu un peu une esthétique Shopify. Je ne sais pas si tu vois, où tu vois que les thèmes qui sont utilisés, il y a ce truc-là, on arrive très vite à reconnaître du Shopify. Tu le vois sur le checkout notamment. Oui, le checkout est toujours très façon. bien fait. Celui de WooCommerce était très moche, mais avec les blocs, ils l'ont quand même vachement amélioré. C'est beaucoup mieux. Mais en plus, avec les blocs, du coup, tu peux le remanier comme tu veux. Donc ça, c'est vraiment cool. C'était ce qui manquait. Mais c'est vrai que tu vas mettre peut-être plus de temps à mettre en place une boutique avec WooCommerce. Et le templating était compliqué avant parce que il y avait aucun... C'était le Far West des classes CSS. Par exemple, la classe Product. Et tu t'es utilisé autant pour un produit que dans d'autres contextes. Donc, quand toi, tu mettais product, tu pourrissais le reste de son interne. Avec les blocs, au moins, c'est compartimenté, isolé, Atomic Design. Et du coup, c'est devenu beaucoup plus simple. Ce qui manque à WooCommerce, c'est la documentation. Elle n'est pas assez fournie. C'est ce qui manquait au FSE et au blog Gutenberg. Force est de constater qu'ils ont fait tout le boulot nécessaire aujourd'hui et que c'est hyper bien documenté. Donc, si on veut de l'adoption dans toutes les plateformes, genre Tailwind, au début, t'aimes pas parce que c'est les classes CSS utilitaires. Tu dis, mais c'est une hérésie. Moi, quand mes potes m'ont présenté ça, j'ai dit c'est une hérésie. J'ai pris 2 jours, j'ai refait l'interface de WP Rocket dans WordPress juste avec Tailwind. Je me suis dit voilà, pendant 2 jours, je me pose pas d'avis, tu vois, je fais juste. Je teste. En fait, souvent les gens c'est ce qu'ils font pas, c'est qu'on a tendance, notre cerveau a tendance à nous donner un avis très rapidement, comme quand tu visites une baraque ou un appartement. Tout de suite, en bout de 30 secondes, c'est un oui ou un non. Ça sera direct un oui ou un non quasiment définitif, quoi. Pour les technos, c'est pareil. Alors qu'en vrai, si tu te forces
Tu dis, pendant 2 jours, de toute façon, j'ai pas le choix, je suis enfermé, je m'enferme dans une boîte virtuelle et je fais que ça pendant 2 jours. Et après, à la fin des 2 jours, je prends une décision. Et là, je fais, ah ouais, Tailwind, c'est ouf, quoi. Ouais. Et ok. pour l'adoption, il faut que la documentation, elle soit au taquet, trop bien. Oui, c'est ça. Ouais. Et ouais. Après, ça dépend du public. Moi, j'ai un collègue qui est freelance, qui est plutôt designer, marketeur, etc. Il n'a pas les compétences techniques. Je ne vais pas lui dire d'installer un WooCommerce. Ouais. Lui, il veut vendre un truc en ligne, vas-y, Ouais. essaye-toi un Shopify. Shopify, exactement. Par contre, si tu as besoin un peu spécifique, WooCommerce, ouais. Et toujours aussi chiant de se connecter à des transporteurs, d'avoir les infos par API. Mais voilà, pour avoir bossé avec eToro et des transporteurs, putain, mais même leurs logiciels de transport en France, ils sont éclatés, quoi. Oui, c'est Il ça. y a une révolution à faire de ce côté-là qui Ouais. serait énorme, mais c'est compliqué d'avoir des bons outils pour avoir les infos. Ouais. Bah écoute, ta prochaine boîte. Ouais, non, trop compliqué. J'y ai pensé, mais non. Il y a des tentatives, Shippingbo. Oui, il y a des après, il y a petites des- choses. Ouais, C'est Toulousain, je crois, qui essaye de justement centraliser cette partie-là pour décharger les commerçants, mais c'est dur, hein. C'est très Ouais. très dur. Ouais, parce que là, on C'est n'est un pas vrai très sujet. content de notre prestataire actuel. On a appris récemment qu'il ne sanititisait pas les données qu'il lisait. Ok. Donc, on avait les e-commerciaux qui étaient encodés avec un « et » et avec un point-virgule. Et le point-virgule, ça pétait leur truc. Et en fait, quand tu bosses pour eToro, t'as envie de dire... Oui, il les faut gars, pas que ça. eux, ils ont voulu dès le début une sécurité, mais hyper renforcée. Bah ouais. On a choisi l'hébergeur en fonction de la sécurité, etc. Bref, tout un tas de délires pour qu'on apprenne que le transporteur, lui, il lit les données. Là, demain, si je fais une injection, ça se trouve, ça injecte, quoi. On peut faire une injection dans la base et tout. Si Toro, ils apprennent ça, Ouais. je sais pas. Si Toro, ils apprennent ça, je veux dire, à un moment, voilà. Bon, sans code de résolution, mais Ouais. c'est cool, voilà. C'est ça qui C'est est des vrais compliqué. Le sujets. e-commerce, en Ouais. fait, ça, entre le RGPD, les règles, la TVA européenne qui est pas la même de partout, Ouais. etc. Puis le transport, les retours. C'est ça. En fait, c'est vite très compliqué à faire une boutique. Quand tu vends du produit virtuel, ça va. Comme moi, je vends de la formation ou je vendais des e-books ou des vidéos. Nickel. Quand tu vends des produits physiques, ça commence à être déjà compliqué. C'est ça, je trouve, qui est le plus dur, peut-être, dans la relation client, par exemple, ou d'aller montrer tout l'invisible, en fait, tous ces sujets-là, qui, en fait, sont plutôt invisibles. C'est pas juste, je vends un produit, je le mets en ligne, il est dans un panier, il est acheté, terminé. Il y a vraiment tout l'autour qui peut vite prendre de l'ampleur. Ne serait-ce que la conformité légale, notamment le RGPD aujourd'hui, les gens me disent mais pourquoi c'est plus cher qu'avant de faire un site? Tu vois tout ce qu'on doit faire. Il y a toutes les contraintes, c'est ça. Bon, maintenant il y a du SEO, après on va faire du SEO pour l'IA maintenant. Bon, voilà. Il y a toujours un truc en plus à rajouter sur notre stack, quoi. Donc ça devient plus compliqué. Le responsive, ça a été, ça paraît être une normalité, mais quand ça arrivait en 2011-2012 avec le HTML5 CSS3. On s'est dit, ça Comment rajoute. ça, le mobile? Et là, tu te dis, ça doit marcher, tu sais, ça marche sur ton ordinateur, c'est sur le mobile, c'est tout pété. Et puis tu trouves des bugs encore. Il n'y a pas encore sur les montres. Ça va. Non, heureusement. Le jour, on peut naviguer là-dessus. Ouais, sur la watch. Non. Ne donnons pas trop d'idées. Et justement, en parlant des bons sujets d'évolution, aujourd'hui, c'est quoi les thématiques ou les sujets WordPress qui t'enthousiasment niveau fonctionnalités qu'ils sont en train de mettre en place? Ça a été surtout le FSE, encore une fois. Là, maintenant, ils veulent partir sur plein d'IA de partout. Là, il y a Telex qui a été annoncé de l'IA. Ils annoncent une IA pour créer des blocs avec un prompt 2 jours avant que je sorte ma formation pour créer des blocs sur mesure. Je pense qu'il y a une taupe chez toi. C'est le trop tôt. On en parlait. Moi, j'ai toujours le sens du timing. J'ai investi dans les crypto-monnaies en 2017, juste avant le gros pic. Bon, voilà, j'ai un sens du timing, franchement, qui est toujours très, très mauvais. Mais bon, ça revient toujours bien après. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ouais, l'intégration de l'IA. Alors, je sais pas, j'adore l'IA. Il n'y a pas de souci, tu vois, je l'utilise pour le code, à mort, etc. Par contre, sur Capitaine WP, je garantis un contenu sans IA. Si tu demandes à ChatGPT de me faire un programme FSE, bloc Gutenberg, il te fait un programme qui est plutôt bon. Mais, par exemple, sur ma méthodologie en 5 étapes, thème.json, composition, variation, etc., tu le retrouves nulle part marqué comme ça sur Internet. Et WordPress devrait le marketer comme ça, d'ailleurs. Et du coup, le fait que c'est marqué nulle part, l'IA ne va pas te le ressortir de cette manière. Et du coup, c'est pour ça que ça sert à rien. Si je veux apprendre un contenu demain par l'IA, je vais plutôt t'apprendre à bien prompter plutôt que de prendre l'IA et de faire un contenu, quoi. Ça vaut pas le coup. Ça veut dire que c'est accessible à tout le monde, quoi. Si tu fais un raccourci parce que tu as fait les recherches préalables pour te sortir le contenu. Mais ça me ferait chier de donner à des gens un contenu qui a été fait par l'IA, quoi. Je trouve qu'il y a encore des approches pédagogiques qui sont humainement meilleures que. Oui, il y a encore une valeur ajoutée à suivre une formation qui a été pensée par Moi, j'ai peur que demain, les gens fassent trop d'IA en mode je suis bête et méchant.
C'est généralement mon contenu LinkedIn, généralement le contenu de mon site web, généralement ma stratégie marketing, sans derrière, parce que l'IA veut bien dire ce que tu as envie d'entendre. Si derrière tu n'es pas prompté en mode vas-y challenge-moi, est-ce que je t'ai pas dit de la merde là, est-ce que tu as pas mieux à proposer, etc. Là ça devient intéressant quoi. Ouais, carrément. J'ai un peu peur que les gens prennent le raccourci en mode vas-y c'est bien, c'est mieux que rien et voilà. Donc ouais, la grosse feature qui me plaît c'est ce FSE, le côté qui va devenir pour moi, j'allais dire la prochaine étape c'est de faire de la collaboration, ça va pas servir à grand chose et l'étape suivante, la phase 4, c'est l'internationalisation par défaut dans WordPress. Okay. Pour que ton site soit traduisible dans toutes les langues sans faire appel à des plugins comme Weglot, Polylang ou tous les autres. Et en fait, c'est pas ça qui m'enthousiasme le plus. Donc, ce qui va peut-être plus m'enthousiasmer, c'est maintenant, il faut qu'on finisse la nouvelle interface dans WordPress. Là, on va dans Apparence éditeur. On a la nouvelle interface qui est avec l'ancienne. Il va falloir qu'un jour, ça soit tout sur la nouvelle interface. Uniformisé. Mais ça implique que les plugins soient, ou alors qu'ils trouvent une technique pour que les hooks PHP soient injectés dans les pages, en attendant que les développeurs de plugins s'adaptent et fassent du vrai JavaScript. Niveau, okay. L'avantage avec Gutenberg, c'est qu'on a plein de composants dans l'éditeur qu'on peut réutiliser. Moi, quand je fais des blocs sur mesure, si je veux un du sélecteur de couleurs, je vais appeler le composant palette. Il sera là, je lui passe des paramètres et il s'affiche. C'est même presque mieux que ACF parce que, en fait, il faut faire du code quand même, mais en appelant la palette, j'ai accès à plein de champs qui sont déjà là, quoi. Donc, les développeurs de plugins, plus tard, ils vont pouvoir, c'est JB Audras qui, à Rennes, a fait une conférence là-dessus qui était hyper intéressante où il disait, voilà, je crée une page d'options avec WordPress, en PHP c'est chiant, mais du coup, là, j'appelle WP Script, donc les scripts WordPress, il se fait sa compilation, et du coup, il se fait une page d'options que en JavaScript avec les composants modernes, quoi. Et finalement, c'est pas si dur à intégrer. Parce que toi, si tu voulais mettre un champ, tiens, select 2 avec la recherche et tout, bon, faut que tu mettes le JavaScript, le CSS, c'est chiant à faire à l'ancienne. Alors qu'aujourd'hui, c'est, ok, j'importe ce composant de la librairie de WordPress, c'est une ligne, je l'utilise comme une balise HTML, là où je veux l'utiliser. Et en fait, c'est là où on a peur de React parce qu'il fait peur, c'est des paradigmes complètement différents. Une fois que tu as compris le truc, par contre, c'est ultra bien, quoi. Donc ouais, moi ce qui m'enthousiasmerait le plus, c'est de voir cette interface complètement JavaScriptée, complètement réactive, directe, mais je pense que ça va prendre du temps. Oui. Parce que écosystème de plugins, 50 000 plugins à adapter, quoi. Avec lesquels cohabiter, clairement. Ouais, parce que si ça passe trop vite, ils ont déjà fait ça dans le passé, je sais plus ce que c'était le délire, mais gens ils ont dit bon ok, on met ça comme ça part dans le cœur dans la prochaine version. Mullenweg l'annonce fin d'année, sortie de la version début janvier. Les devs de plugins font mais gars, il faut qu'on passe, et notamment ACF, ils gueulaient, ils disaient mais gars, il faut que je puisse adapter tout ça. Laisse-moi le temps. Genre le passage de l'éditeur par défaut, donc du coup les métabox sont plus vraiment les métabox, c'est un petit peu différent l'intégration. Surtout que eux avaient leur roadmap hors cette modification-là. Oui, exactement. Ça, donc déjà, toi, que ça marche dans 2 semaines, normalement, tu as un feature freeze qui dure plus longtemps pour que les gens s'adaptent. Mais comme c'était l'annonce de fin d'année, il fallait dire allez, grosse annonce, ça part dans le cœur, ça arrive. Fort, Ah ouais, mais on est 50 000 plugins, peut-être avant. C'est ça, on n'avait pas prévu de faire ça le mois prochain, quoi, mais bon, c'est pas grave. C'est clair. Donc voilà. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a une tendance ou une décision dans l'écosystème WordPress qui t'a fait un peu grincer des dents dernièrement? Ouais, on a plein tous les jours, mais non, moi en fait, je trouve que des fois t'es pas d'accord avec les décisions, puis au final tu te rends compte que j'ai l'exemple. Le jour je me disais mais ils ont intégré, tu sais, les block bindings où tu peux à partir d'un champ ACF par exemple dire dans un bloc au lieu que ce soit un contenu écrit à la main, tu le récupères dans une méta. Chose que fait Elementor depuis longtemps, tu vois. Et en fait, il manque un truc dans cette interface pour pouvoir connecter tes sources custom. Donc en fait, l'interface est bien, mais elle est limitée. Et ils ont dit, dans la 6.9, non, la 6.8, ce sera intégré. Toujours pas. 6.9, ce sera intégré. Toujours pas. Putain, et ça réessaye l'année prochaine. Et en fait, je vais voir dans l'issue sur GitHub, parce que c'est facile de critiquer à un moment. Je regarde un petit peu la feuille de route là-dessus, parce que c'est simple. Tu déclares la source, il suffit de la mettre dans un champ select, terminé, on n'en parle plus. Et en fait, il y a un mec dans l'issue qui avait fait une liste de tous les prérequis pour que ça fonctionne et toutes les implications que ça allait avoir. Et là, je dis le truc, je fais c'est pas qu'un petit select, je comprends, je comprends pourquoi c'est long en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut pas être trop critique sur les décisions en général, parce que en fait, ça implique des choses qu'on n'a pas conscience derrière. Mais c'est pas tant une décision, c'est encore cette IA en fait. C'est si on met de l'IA de partout un jour, est-ce que notre valeur ajoutée, elle va
je dis pas, hein, l'IA, elle va arriver dans tous les secteurs de Ouais. toute manière, et c'est comme tous les outils, on décide de l'utiliser ou pas, Ou mais pas. dans tous les cas, il sera là, quoi. Mm. Donc voilà. Mais c'est comme tous les outils, encore une fois, genre du nucléaire, tu peux en faire une bombe comme tu peux en faire de l'énergie. Tout à fait. À toi d'utiliser à bon escient. Mm. Et donc, du coup, c'est pas la faute de la plateforme d'intégrer de l'IA dedans. J'ai un peu peur que les gens commencent à faire n'importe quoi avec quoi. Bon, Ouais. dans tous les cas, il y aura des gens qui feront bien, des gens qui feront n'importe quoi. Ouais. Donc, Comme avec WordPress, comme avec tous les outils, comme tu dis, Avec les c'est frameworks JS. Là, on comme est avec les dans la frameworks phase JS, où voilà. tous les outils sont IA ah ouais, et ouais. ils sont c'est ça. hyper novateurs. Il n'y a pas mais c'est un ce qui- SaaS qui c'est sort suivant, sans IA. c'est suivant. Ouais, ouais, Et de c'est toute ça. façon, en France, si tu veux faire du crédit impôt recherche, il faut que tu mettes du novateur. Donc, tu vas mettre de l'IA dans un Partout. truc qu'on n'a pas du Ouais. tout besoin. Ouais, Avant, c'est c'était clair. blockchain, les mots-clés. Oui. J'ai vu un ça- composeur IA qui m'a fait beaucoup rire sur du tri de tableau. Comme on pourrait faire en code classique où justement tu dis juste trie-moi le tableau. Et là, on est vraiment dans l'utilisation zéro de l'IA. Tu dis non, Ouais. mais c'est pas grave, il y a plein de codes qui savent le faire. Quoi. Oui, c'est ça. Ah, en fait, oui, mais quand c'est IA, c'est rapidement. stylé. Ouais, l'IA, c'est stylé. Alors que finalement, tu as des algorithmes qui le. Ouais. Enfin, il vaut mieux que Exactement. l'IA, elle code l'algorithme et que l'algorithme le fasse. Parce que l'IA, à chaque fois, en plus, elle fait de la statistique, elle fait pas du vrai tri. Donc, Ouais. Non, ouais. techniquement, sa fiabilité sur ce genre de tâches, Moyenne. voilà quoi. Mais Ouais. bon, ouais, t'as raison, c'est mieux de marquer IA dessus. Ah bah oui. Justement, là, tu parlais rapidement du Git, des issues, tout ça, donc de toute la partie contribution vraiment WordPress. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui sait pas trop si la contribution c'est pour lui, si ça peut l'intéresser, enfin voilà. En gros, un dev aujourd'hui qui veut s'intégrer et qui veut contribuer, c'est quoi le conseil que tu lui donnes? Vas-y, n'y va pas, c'est chouette. Ah si, ouais, après, voilà, il faut être patient. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont déjà prévues, il suffit de les faire. Ouais. Il y a des choses où c'est encore dans la décision, il faut participer aux réunions, etc. Ouais. C'est un peu plus houleux des fois, mais ça demande quand même beaucoup. Enfin, il y a des designers qui font designer le truc. Après, ça a beaucoup gueulé dans le passé parce que ça changeait souvent. Ok, C'est vrai que c'est là la grosse critique que j'aurais eu de WordPress dans le passé, c'est qu'à un moment, il y a eu un manque de vision, ok. où il y a eu de l'exploration, dont nous, les utilisateurs, étions en quelque sorte les bêta-testeurs. Ouais. En mode, ah ouais, bah ça marche pas super bien, on va changer encore les choses. Ça cassait un peu des fois. Alors, rétrocompatibilité toujours bonne, mais des fois, ça a quand même cassé des choses, quoi. En mode, ben les gars, faut arrêter un moment, faut prendre une décision. Si tu as la bonne vision dès le début, ça va mieux. Mais d'un autre côté, le projet était tellement énorme, tellement exploratoire sur l'éditeur du futur, qui n'est pas un énième Elementor, que bah tu peux pas savoir où tu vas et tu es obligé de capitaliser sur ton expérience. Donc en même temps, je peux pas critiquer ces allers-retours. Aujourd'hui, c'est stable, ça va dans la même direction, ça changera pas. C'est pour ça que j'ai fait la formation FSE, que j'ai refait ma formation bloc. 5e fois que je la fais, cette formation bloc quand même, à force dans le temps. Mais cette fois, c'est stable et les projets vont pas bouger, c'est propre, c'est bien, ça respecte les concepts de React, etc. Donc, c'est nickel. Pour un développeur débutant, alors déjà, la contribution aussi, ce que je voulais dire, c'est plus large que simplement développement. Tu peux faire de la documentation, de la traduction. Il y a plein de sujets, en fait. Mais du coup, bah, tu vois, chez Woodunit, Émilie, que tu as interviewé, elle n'est pas développeuse. Non. Mais en fait, ils sont très core développeurs là-bas. Et en fait, à un moment, JB leur a dit, bah, vous allez chacun faire une petite contribution. Émilie a mis en place le logo SVG pour, je sais plus quelle plateforme, TikTok ou j'en sais rien quoi, parce qu'il n'y avait pas encore. C'est une contribution qui est toute simple. Mais ça te permet de déjà mettre un pied, parce que ça peut paraître gros, mais juste le fait d'avoir fait, ok, j'ai mis un SVG, j'ai mis la déclaration du truc, j'ai fait la pull request pour, voilà, avec, bah déjà, voilà, c'est un petit succès. Tu dis, ah, bah, elle était validée. Trop bien. Moi, vraiment, j'ai pas trop fait de contribution code, en vrai. J'ai fait beaucoup d'issues sur GitHub, sur Gutenberg, etc. Mais j'ai quand même été crédité core développeur parce que j'ai aidé à faire évoluer la plateforme. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait de dev en tant que tel, plutôt des plugins externes, quitte à ce qu'ils soient gratuits, etc. Parce que j'aime bien suivre ma propre vision. Je pense que j'ai du mal à m'intégrer dans un moule, c'est quoi, communauté, entreprise, etc. Je pense pas que je serais très bon là-dedans, ce qui est un défaut, ce qui est un défaut. Mais du coup, voilà, je préfère faire les trucs de mon côté. Mais en vrai, quelqu'un qui veut participer au cœur de WordPress, ben, il y a des features en attente sur Gutenberg ou quoi, c'est bien documenté. Donc il y a des choses à faire qui sont pas trop grosses, quoi. Si quelqu'un veut faire un truc énorme, par contre, et qui sent l'âme d'un lion, tu vois, il y aurait toute la librairie, la médiathèque de WordPress à refaire. Elle est faite en Number.js, typiquement à l'époque de la JS fatigue, où les technos étaient là, puis le lendemain, ils sont plus là. Typiquement, là, il n'y a plus personne pour maintenir le bordel. Bon, ça s'interface avec Gutenberg, ça marche. Mais ce serait un sujet, quoi. Mais il faudrait une équipe là-dessus, quoi. Mais du coup, c'est rassurant. Il y a vraiment ce truc il n'y a pas de petite contribution.
Chacun peut participer, peu importe Ouais. ton métier. Et ça désacralise, mais ça fait un peu diminuer la montagne parce que pour suivre un petit peu le Slack WordPress FR, tout ça, on voit des trucs passer avec des commits, et on se dit tout de suite, waouh, faut être une brute épaisse pour Non, pouvoir tu veux commit, commencer enfin petit. pour pouvoir contribuer. En Ouais. fait, pas du tout. C'est Tu vois, il y plutôt a eu chouette. l'autre jour, il y a un moment, ça faisait 3 mois qu'il y avait, enfin, les 6 mois que j'avais le bug sous les yeux. Je me dis, il y a personne qui s'est rendu compte que ça bug. C'était, tu sais, quand tu es sur les blocs, tu as le bouton, la flèche du haut, la flèche du bas pour Oui. déplacer le bloc. Ouais. Et en fait, les icônes, par défaut, font 24 par 24. Ok. Sauf que là, les flèches haut et bas, c'était l'équivalent de 24, mais les deux. Ah, Et du ok. coup, il y avait un overlapping celui du haut vers le bas, et ça fait que quand tu voulais cliquer sur non, celui du bas, du coup, qui est écrit en deuxième Oui. dans le HTML, et du coup, il débordait sur l'autre. Ok. Ça fait que quand je voulais cliquer sur le haut, si t'étais pas vraiment sur la flèche Sur et la légèrement flèche. en dessous, mais t'étais quand même dans la moitié supérieure, Ouais. et ben ça descendait le bloc au lieu Ouais, de ok. le monter. Et je me suis dit, bon, ouais, c'est un bug évident, ils vont le voir, ils vont le corriger. Au bout de 6 mois, toujours 3 mois rien. plus tard. Je dis, bon, allez, vas-y, j'ouvre un truc sur GitHub et je dis, ben, solution simple, ce serait de faire un overflow hidden en CSS, Oui. ou sinon de revoir les icônes. Mais en fait, les icônes sont faites en 24 par 24. Ouais. Tu peux pas en faire un en 12 par 24 spécialement, parce que sinon ça décalerait tout. Mm. Et du coup, ben, ne serait-ce qu'un petit sujet comme ça peut faire des débats. Les gens en ont discuté en mode, oui, mais si on fait la flèche en 24-24, on fait la même en 24-12, ça va être plus compliqué sur la maintenance. Ouais. C'est facile à faire, mais sur la Faut maintenabilité, penser sur long l'avenir, terme. ouais. Ouais, c'est Peut-être ça. un jour, on va se dire, tiens, il y a doublon sur les flèches, j'en vire une, il va Ouais. casser un truc, tu vois. Et il faut aussi que ça reste logique sur l'avenir. Donc, du coup, ils ont décidé de faire le overflow hidden. Mm. Ouais. Mais du coup, Ok. voilà, moi, j'ai pas eu le temps de faire la pull request. Je me dis, si je fais juste un overflow hidden, je vais me faire taper dessus, tu vois. Ils vont me dire, c'est quoi cette solution Mais en fait, finalement, bah non, c'était la mauvaise logique à avoir. C'est en vrai, tu proposes le truc, les gens vont, dans toute bienveillance, dire peut-être s'il y a mieux ou quoi, se faire des allers-retours. Ouais. Et du coup, voilà, j'aurais pu la proposer moi, cette pull request. Mm. Mais en vrai, déjà, ne serait-ce que de corriger ce bug, c'était content. Ça a été corrigé en 2 secondes, par contre. Ouais, Après, voilà. C'est ça. mais quand on dit, bon, ok, on valide la overflow hidden, vas-y, pull request, on a un qui la valide, terminé. Mm. C'est déjà dans la stack pour partir sur la prochaine mise en prod, quoi. Ouais. Je trouve ça vraiment chouette, ça donne vraiment un aspect plus accessible que ce qu'on croit à la contribution, et c'est très très cool. Des bugs, t'en trouves tous les jours. Hein. Je sais pas vous, mes potes Ouais. m'appellent Bugman. Hein. Mes potes proches, dès qu'ils sortent une application, ils me la font tester en premier. Casse-la. Ouais, Vas-y, non, mais c'est ça. casse-la. On a tout testé, il y a rien qui plante. Hein. Deuxième clic, bim bam boum. Allez, regarde, il y a ça qui merde. Et je sais pas, je les attire. Et du coup, en fait, quand tu es face à une grosse plateforme, Ouais. que ce soit les impôts, que ce soit une grosse start-up française ou américaine, et que tu as un souci, tu vois, tu as un bug, tu n'as aucun moyen de le remonter. Ouais. Si tu appelles le support, les gens ne comprennent déjà pas. Ouais. Ils disent oui, on remonte ça aux équipes techniques. Il y a 99% de Ouais, chances c'est que mort. ça se perde dans la Ouais. nature. Et en fait, c'est ultra. Alors, si tu trouves avec un peu de chance un développeur de l'équipe sur Twitter, tu peux à la Oui, limite avoir. Voilà. éventuellement. Mais c'est un chemin de croix en fait. On a un formulaire contact, devrait presque un formulaire remonter un bug, quoi. Mm. Et en vrai, sur WordPress, au moins, j'ai pas cette frustration. Je sais que s'il y a un bug que j'ai trouvé, là, j'ai une belle liste d'ailleurs, faudrait que je la publie. Mais si tu le mets sur le GitHub, c'est accessible à tous. Ouais. Et en vrai, ça sera pris en compte. Ça, c'est Malgré vraiment qu'il chouette. y a 5000 issues ouvertes aujourd'hui. Ouais. Mais ouais, c'est un travail de titan. Et ils arrivent à dépiler les trucs, quoi. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment très cool. Moi, c'est un truc qui me parle bien parce que je trouve qu'on se rapproche un peu du monde du jeu vidéo. Alors, je sais pas lequel a influencé l'autre, mais tu as souvent ce truc de remonter un bug vraiment, et c'est pris en compte. Il y a des patchs, il y a et je trouve qu'il y a ce truc un peu où moi, du coup, ça me rappelle les jeux vidéo. Ouais. Surtout dans le indie game aussi, aujourd'hui, les gens Clairement. sont très proches de leur communauté. Ils font Ouais. même du build-in public grâce à Clairement. Steam. Tu peux avoir des versions Ouais. bêta qui sont publiées avant, Mm. et les gens jouent, se font plaisir. Ils sont là en early adopter Ouais. et ils remontent les bugs. Ça permet d'ajuster le jeu, de sortir un truc qui est parfait. Ouais, c'est ça. C'est fini le monde du je développe, je sors le truc, terminé, quoi. Mm. C'était sur PlayStation 1, t'avais pas le choix. Hein. Une fois que le CD il était imprimé, c'était C'est foutu. fini. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est presque la flemme contraire. C'est en mode, t'as un patch Day One. Ouais. Ça sert presque à rien d'acheter le support physique. ça. Ouais, Et c'est t'as juste des une mises à clé jour. qui t'autorise à télécharger le jeu. Exactement. Tu te chopes une mise à jour de 120 gigas. Tu te fais, Ah, j'ai pas je la voulais fibre. jouer. Je veux jouer. C'est ça. Mais ouais, non, puis je trouve que ça a un vrai aspect de il y a un bug, mais c'est OK. Enfin, voilà, on ne sait plus le gros méchant bug. Oui. Maintenant, on sait que ce sera patché. Enfin voilà, il y a un truc un peu de positif autour de ça. Et puis
toujours pareil, de construire avec la commu. Ouais, bah, t'as le sentiment d'être écouté en tout Ouais, cas. c'est ça. Ça veut pas dire que toutes tes idées vont passer dans Non. le cœur, hein, il en faut pour tout le monde. Mais Mais par ouais. contre, s'il y a un problème de fonctionnement, je sais plus ce que j'avais remonté une fois, ça avait fait un espèce de débat, ça s'était engueulé, mais et ben en vrai, ça a permis de faire avancer le truc, quoi. Ouais. En Ok. mode, les gars, vous avez remarqué que ça cause ça et que du coup, les gens, bah ouais, mais bon, ah oui, c'est le chargement du JavaScript pour déclarer des blocs Ok. en JavaScript. Et en fait, ils ont oublié un truc, à un moment, ça ne marchait plus. Ah oui. Et avec Embêtant. ouais, mais non, mais faut faire comme ça. Mais non, faut pas faire comme ça parce qu'on a changé le système et tout. Je fais, oh putain, j'ai lancé un débat là. En fait, Tu dois finalement, dans bon. un truc là. Ouais. Ouais. Mais bon, Ouais. ça fait avancer le schmilblick et c'est trop bien. Trop cool. Ben, merci Maxime. Je pense qu'on a évoqué pas mal de sujets. C'est Ouais, clair. c'est très cool. Et pour finir, toi, tes actualités du moment, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, bah sur LinkedIn, déjà, je publie pas mal. Mm. Même si c'est pas mon truc que je préfère. Sur mon site, hein, capitainewp.io, c'est là. Alors, ouais, il y a des formations payantes, mais il y a aussi beaucoup de cours gratuits. Gratuit, ouais. J'aime bien toujours partager, quoi. Trop cool. Je blogue moins maintenant, c'est surtout des cours Ouais. que je vais publier. Je suis sur X aussi, hein, Mm. Maxime BJ. Et puis sur le Slack WordPress FR aussi, c'est le meilleur Yes. moyen pour me trouver, me poser des questions techniques sur WordPress, quoi. Trop bien. Et est-ce que tu aurais une petite reco perso, un film, Un une podcast, série, une un série. podcast, un outil que Un t'es bouquin. dessus où tu dis waouh, incroyable. Ouais, alors, si c'était un podcast, j'aurais dit Génération Do It Yourself, parce Ouais. que j'adore un peu ce qu'il fait, même si c'est long. Avant, j'aimais pas les podcasts. Hein. J'ai écouté 20 minutes de podcast, j'ai dit non, c'est mort. Et finalement, d'écouter 3 heures de Mathieu finalement Stéphanie, why not, quoi. Alors, je comprends pas. Mais des fois, je fais beaucoup de trajets en voiture pour aller faire des formations Ouais. en agence. Donc, du coup, je me dis, allez, j'ai Faut 3 heures de passer le route, temps, vas-y, ouais. hein, je me fais un podcast. En newsletter, j'aime bien faire ma veille sur Twitter et tout, mais j'ai une newsletter, c'est la TLDR, Mm. que j'adore. Tout à fait. Parce qu'au moins, tous les matins, tu reçois, alors j'ai la design, la dev, Ouais. la tech et la crypto. Mm. Et du coup, au moins, c'est ta petite veille de base, quoi. Ouais. Ça te prend 2 minutes à lire au petit déjeuner. Et du coup, ne serait-ce quand je vais à la salle de sport, tu fais travailler les biscottos, mais entre les répétitions, Ah, je pour fais faire travailler travailler celui-là. On oublie de travailler ce muscle-là. Et du coup, c'est des actus qui sont vachement courtes à lire et Ouais. ça te permet de rester informé sur le sujet, quoi. Ouais, et puis en plus, ce qui est bien, c'est que si tu veux aller creuser un sujet, t'as les sources, t'as l'article ouais, derrière, du coup, tu peux, où tu ouais, peux voilà. aller pousser un peu le sujet. T'es pas obligé de lire 800 articles C'est pour clair. avoir le principal. Et pour finir, qui est-ce que tu nous conseillerais de rencontrer pour ce podcast? Ouais, alors j'ai réfléchi à ça. Je savais que la question allait tomber. Il y en a plein. Mais si j'en ai qu'un à conseiller, ce serait Florian Truchot, Ok. qui est très tech, très dev. Ouais. Fait partie un petit peu des nouveaux. Il avait son agence à Lyon. Je l'ai connu en 2019. Ok. Et à une époque, je me disais, ça manque de profils très techniques dans WordPress. On a des profils de toutes sortes, c'est ce qui est bien avec WordPress. Mais du coup, il était un peu boudé pour les raisons que tu évoquais tout à l'heure, Ouais. genre WordPress c'est de la merde, etc. Et du coup, les gros développeurs, des fois, ils l'évitent. Ouais. Et en fait, eux, ils sont rentrés, donc Florian et son équipe sont rentrés à fond là-dedans. Et c'est un technicien hors pair. Mm. Il est très très bon. Je suspecte qu'il dort pas assez la nuit. C'est pour ça qu'il qu'il est à fond. Il est sur 50 projets en même temps aussi. Et du coup, ça m'arrive de collaborer souvent avec lui. C'est devenu un très proche ami. Mais c'est vrai qu'il m'apporte beaucoup. Il fait des Twitch des fois. Trop bien. Voilà. Donc très très gros cerveau. Très Florian, tu es le intéressant. prochain. Ouais, il faudra aller l'interviewer. C'est sûr. Très bien. Tu as été C'est balancé par Maxime. Ouais. Super. Eh ben, merci beaucoup, Maxime. Merci à vous. C'était trop sympa. Cool. Merci. Et puis, on se retrouve une prochaine. Allez. Merci Maxime. à bientôt. Salut. Merci, à bientôt.